L'Internet, je vois notre service communication qui me fait signe. Donc bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux en cette période de Covid. Visiblement, il y a à peu près une soixantaine de personnes ici au Fabulia. Cela montre votre implication, votre souci quant au devenir de notre ville et notamment de ce secteur auquel nous sommes très attachés, celui des rives de la Lys et notamment du devenir de l'ancien site Graderie. Très ponctuellement, au moment où nous exprimerons, nous retirerons le masque, on le remettra immédiatement après, en respectant bien sûr toutes les distances sanitaires qui s'imposent. Ce soir, c'est un moment de démocratie participative. On va vous présenter quelques idées, quelques suggestions, puisqu'il y a un cabinet d'architecture urbanisme, l'atelier 981, qui a planché sur cette question, notamment avec M. Geoffrey Galland, que je remercie de sa présence ce soir. Le bureau d'études Verdi est également présent ce soir par le biais de M. Jérôme Cocheteux, que je remercie. Bien évidemment, notre vice-présidente à la gouvernance, Isabelle Freiermuth, nous accompagne. Merci en tout cas, je sais que tu es très soucieuse de ce site, qui est un site assez exceptionnel, puisqu'il est au cœur de l'Eurométropole. Il est également frontière avec Menin. Vous savez que de très gros aménagements vont être lancés du côté meninois. Le pont va passer à grand gabarit. Vous avez près d'une centaine de maisons qui vont être démolies. Ça va laisser la place donc à un très beau site qualitatif et également à des berges qui seront valorisées, notamment pour la mobilité douce, c'est-à-dire pour les piétons, pour les cyclistes, jusque Courtrai. Et à 300 mètres de là, arrivera à Luin la voie verte, également un lieu privilégié qui permettra d'aller vers l'île par le biais de la mobilité douce. Donc vous voyez à quel point ce secteur, le secteur nord-est de la Lys, est un secteur essentiel pour notre devenir, pour notre cadre de vie. Sont également présents ce soir Alain Cap, notre adjoint à l'urbanisme, au développement territorial durable. Dans un premier temps, c'est le cabinet qui va nous présenter déjà quelques premières réflexions, des réflexions techniques. Ce sont des professionnels qui ont l'habitude de ces enjeux, qui sont expérimentés et qui, en fonction des caractéristiques de ce terrain, nous apportent quelques pistes. Ces pistes sont simplement, je dirais, des éléments de travail. Ce projet, c'est vous, ce soir, qui allez le construire. Vous allez nous faire part de vos désirs, de votre ressenti, et ensemble, nous allons travailler à la faisabilité de tout ce que vous direz. Vous voyez à quel point c'est important, et on évoquera également cette méthode de travail, puisque cette soirée ne sera pas la seule consacrée à l'élaboration de ce qui sera les rives de la Lys. Je vous remercie, et je vous passe peut-être la parole. Enfin, tout d'abord Isabelle, quelques mots. Merci. Oui, bonsoir à tous et toutes. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui aux côtés de Monsieur le maire et de la ville d'Aduin pour cette réflexion qui va être menée sur un site très ambitieux et très attendu par la ville et les habitants. Donc moi, nous avons lancé une étude préopérationnelle. L'idée, c'était vraiment de se poser les questions pour réfléchir au devenir du site. Voilà, ça sera mieux sans le masque. Réfléchir ensemble au devenir de ce site. Donc cette étude, on va vous la présenter. La première partie, ça va être vraiment le diagnostic de ce site. L'idée, c'est de vous présenter vraiment les atouts et les faiblesses du site. C'est un diagnostic technique, comme l'a dit Monsieur le maire. L'idée, c'est vraiment que vous nous apportiez votre diagnostic d'usage du site, comment vous le vivez, comment vous le pressentez, comment vous avez envie qu'il devienne. Voilà, c'est pour ça que ces temps de concertation sont importants, qu'on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et qu'on attend beaucoup de vos contributions. Alors ça sera aujourd'hui, on va vous le présenter par la suite,
Il y aura différents temps où vous pouvez intervenir. Sur le site de la MEL, vous avez la possibilité de contribuer là aussi. Donc vous avez par thématique, vous pouvez apporter des réflexions sur ce site-là. Je pense qu'on a l'information sur les flyers qui ont été distribués, mais aussi sur le site de la ville ou même sur la MEL, la participation citoyenne. Voilà, donc je vous invite, dès que c'est possible pour vous, à intervenir, à contribuer pour faire avancer ce projet très ambitieux, je le rappelle, et très attendu par la ville. Voilà, donc je vais céder la parole dès maintenant à Geoffrey Gabon. Merci Isabelle. Donc, voilà, tout de suite, rapidement, pour vous présenter le cadre dans lequel s'inscrit cette première séance, qui est la séance de lancement de la concertation, qui va être menée avec vous en accompagnement jusqu'au 18 février 2022 prochain, à partir de quoi nous aurons à établir le bilan de la concertation. On produira des éléments documentaires qui seront la traduction la plus fidèle possible des échanges qu'on aura eu avec vous. Et puis ce bilan de concertation sera largement diffusé et partagé. Donc ayant en tête que la semaine prochaine, le 22, en tout cas le 22 janvier, donc pas le samedi qui arrive, mais celui d'après, matin, il y aura donc un atelier participatif, c'est important, et on va l'aborder aujourd'hui, qui se déroulera en fonction d'un certain nombre de thématiques qu'on a fait émerger de notre travail, des échanges qu'on a eu avec la collectivité. Et donc on va aborder ces thématiques avec vous aujourd'hui, et elles seront l'objet principal, le cœur de la concertation qui sera menée dans le cadre de cet atelier de la semaine prochaine. Mais évidemment, il y aura aussi sur le site de la Ville d'Halluin et sur le site de la MEL des outils, on va dire, collaboratifs sur lesquels vous aurez la possibilité de contribuer par des écrits et des contributions sur ces éléments. Voilà. Alors, on va passer à la suite donc, sur la présentation. Diagnostic du site. Alors, j'ai un petit peu de mal avec mon... Je ne sais pas si c'est moi qui manipule ou c'est là-bas dans la régie. Un secteur d'enjeu pour la métropole. Donc, on va passer à la page suivante pour voir que, en fait, comme vous le savez, la ville d'Halluin déjà est traversée par la Lys. Donc, on est sur vraiment ce versant de la Lys, qui est identifié à l'échelle de toute la métropole européenne de l'île d'une part et de cette situation transfrontalière d'autre part, un site identifié comme un site d'enjeu. Un site d'enjeu puisqu'on considère Halluin, enfin en tout cas c'est étiqueté comme ça par la MEL, comme ce qu'on appelle une ville relais, c'est-à-dire en fait c'est une zone de démographie, de population, un bassin de vie qui est structurant à l'échelle de ce territoire spécifique du versant de la Lys. Et donc vous voyez ces zones un petit peu représentées en rouge. Là en fait ce sont des zones d'influence et notamment des zones d'influence aussi de développement économique. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de projets de développement économique qui se font le long des canaux et des transports fluviaux. Comme vous le savez peut-être aussi ou pas, il y a ce fameux grand projet de canal à grand gabarit, ce qu'on appelle le canal Seine-Nord, qui va passer là et donc qui suppose un certain nombre de modifications infrastructurelles vis-à-vis du cours d'eau. Donc là, pour notre site, c'est important parce qu'on a un site, on le verra, qui a aussi d'autres enjeux qui sont notamment des enjeux du paysage. Et donc, comment concilier à la fois les enjeux du canal à grand gabarit d'une part, qui est un enjeu transfrontalier et territorial, de transport de marchandises, et en même temps de favoriser un rapport à la nature et au paysage, et à la promenade, et aux aménités urbaines, ce qu'on appelle les aménités, c'est-à-dire tout ce qui est le plaisir, le loisir, etc., qui puisse favorablement se déployer sur des rives, dès lors qu'en fait on est en plus dans des cœurs d'urbanité, qu'on est en pleine ville et qu'on a la chance d'avoir un cours d'eau. On sait aujourd'hui qu'on a la nécessité, le besoin et l'envie, depuis peu finalement, depuis aussi qu'on commence à parler du développement durable, on se rend compte en fait que le paysage et la nature c'est quelque chose d'important. Et donc on va voir qu'il faut s'y atteler. Donc sur la diapo suivante, voilà quelques photos rapidement, l'état des lieux. La berge d'en face, cette base nautique, allez, on pourrait le dire, enfin en tout cas nous on le ressent un petit peu, peut-être un tout petit peu confidentiel, qui mériterait plus d'attractivité. On a presque envie de dire c'est un peu dommage, elle est là en face, si loin, si proche. Des désirs de passerelle sont évoqués pour trouver du lien comme ça pour des relations piétonnes. On se rend compte finalement c'est peut-être un peu plus nos amis belges qui en profitent que chez nous. La diapo suivante, on voit alors par contre ce paysage qui est très très présent, très dense, et quand on est du côté des usines, on a essayé, je peux vous dire, d'accéder au bord de la berge, ça n'a pas été possible. Tellement la végétation est dense, tellement le sous-bois est dense, et on n'a pas réussi à accéder jusqu'à la berge.
sur les diapos suivantes. Alors, la voie verte du Férin, qui est un autre enjeu plus territorial, puisque c'est une voie réputée désaffectée et qui est un support de promenade à l'échelle territoriale, qui permet aussi de relier, si on fait des maillages dans le territoire, à des véloroutes qui notamment passent le long des berges de la Lys. Alors, sur l'analyse sensible du secteur des rives de la Lys, donc page suivante, un petit historique rapide. On voit ici notre périmètre d'étude qui était représenté en rouge, hein, avec en rouge les usines encore en présence sur le site, bien que pour très grande partie aujourd'hui désaffectées. Il y avait la rue de Lille qui permettait effectivement de connecter de manière transfrontalière à Loin, à Menin notamment. Alors rue de Lille, parce que ce sont toutes ces routes radiales qui partaient de Lille vers les... Donc il y a la rue de Cambrai, la porte de Gand, etc. Donc, il y a tout un tas de routes comme ça qui partent de Lille et qui sont nommées de là d'où elles viennent ou vers là où elles vont, et traversant donc à Loin et Menin. On voit un méandre, c'est-à-dire en fait une rivière qui n'est pas canalisée et qui naturellement trouvait son lit. Vous voyez ? Et donc avec le temps, il y a eu un premier redressement du canal dès 1970. Et pour la diapo suivante, on voit ce premier redressement avec l'ancien bras de la Lys, donc dit bras mort, et qui a insularisé une partie du paysage, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, c'est non edificandi, quasiment pas construit, et c'est encore une pièce de paysage qui est là. Et c'est la même chose là-bas en face, quand il y a eu le redressement dès 1990, on le voit sur la diapo suivante, où on arrive en fait à nouveau sur ce bras mort de la Lys, et c'est à l'endroit où s'est positionnée la base nautique. Mais on est aussi sur un endroit quasiment non construit. Donc vous voyez, ces deux anciens méandres sont des zones où la ville n'a pas investi ces secteurs, et on a, je pense, la chance d'avoir des morceaux de paysage qui peuvent être investis. Il y a eu aussi l'élargissement de l'axe viaire de la 617 qui a permis en fait d'avoir des pendulaires de mobilité voiture, transport lourd qui ne traversaient plus ou moins en tout cas la rue de Lille. Sur la diapo suivante, on voit la situation aujourd'hui où en fait la centralité s'est particulièrement développée. Alors la tâche urbaine, le développement de la ville s'est fortement développé. Alors aujourd'hui, il faut aussi savoir qu'il y a des nouvelles lois étatiques, notamment la loi ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui est passée très récemment, en gros qui dit qu'on n'a plus le droit de consommer les terres agricoles pour construire des nouveaux logements. C'est important de l'avoir en tête parce que aujourd'hui, si les villes veulent construire à l'extérieur de la ville, comme on l'a fait dans les 40 années qui viennent de passer, on a construit à l'extérieur, notamment des lotissements pavillonnaires, on n'a plus le droit, quasiment plus le droit. Ou si on a le droit de le faire, c'est vraiment parce qu'on ne peut plus le faire dans la ville. Il faut aussi avoir ça en tête parce que là, on a un foncier important en cœur de ville. Si la commune a besoin de construire des nouveaux logements pour maintenir sa population, pour recevoir des nouveaux arrivants, des nouvelles familles, il va bien falloir les mettre quelque part. Donc il faut d'abord travailler dans le tissu urbain constitué. Donc cette centralité s'est développée notamment le long de la rue de Lille, c'est-à-dire que c'est un site qui est aussi très proche en fait, du centre-ville. On n'a pas l'impression, une fois qu'on y est, on a l'impression d'être loin, mais en fait c'est vraiment pas loin. Donc il y a aussi un enjeu peut-être de trouver des connexions programmatiques, c'est-à-dire pas du logement, mais quoi d'autre? C'est une des questions qui va vous être posée. On passe à la diapo suivante. Donc voilà, vue aérienne, alors bon, c'est impressionnant, alors un peu ancienne, hein, mais... Oui, voilà, c'est ça. L'éco-France, c'est plus ça. On a pas eu des photos récentes de drones, mais en tout cas, voilà, ça c'est un paysage très typique de ce qu'on trouve dans le nord de la France, un peu partout ailleurs aussi, mais particulièrement dans le nord de la France, de ces grands têtements fonciers industriels avec ces alignements de chaînes à perte de vue. Voilà. On passe à la diapo suivante. Donc, rapidement, l'analyse réglementaire, mais c'est important quand même. On a, en fait, on a un très grand foncier, mais on a très peu d'endroits où on peut vraiment faire du projet. D'abord, on a une zone naturelle et un espace naturel relais. La zone naturelle, c'est au pays du plan local d'urbanisme, c'est représenté comme une zone naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire dessus. Donc tout ce qui est en vert, là, on n'a pas le droit de construire dessus. En plus, c'est une zone espace naturel relais. Ça, c'est une contrainte complémentaire qui dit non seulement vous n'avez pas le droit de construire dessus, et en plus, vous n'avez pas le droit de faire des aménagements dessus. Ou très peu. Quelques chemins piétons,
des petits aménagements. On est en train de discuter avec l'AMEL pour voir jusqu'à quel point certaines règles, contraintes de non-aménagement peuvent être assouplies. Et ça, on en discutera, on en débattra avec vous. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, vous dites dans la concertation, ah ouais, mais enfin quand même, on a envie d'aller au contact de la Deule, s'il y avait une guinguette, ça serait quand même sympa, des cheminements piétons, des aires de jeux pour enfants, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, mais je vous dis comment on peut réfléchir ensemble. Si vous exprimez ce besoin de manière forte, cette envie de manière forte d'aller investir cet espace, alors j'ai envie de dire entre guillemets fort de ça, fort de cette concertation, qui fera l'objet du débat public et du résultat de cette concertation, on pourra plus favorablement aller au contact des édiles, de la MEL, de ceux qui ont écrit le règlement, pour assouplir le règlement. D'accord ? Sur la diapo suivante, on voit qu'on a aussi des espaces boisés classés, notamment ce bel alignement d'arbres qui mène au château, qui est ce qu'on appelle généralement une drève, la drève du château, avec ce bel alignement d'arbres. Photo suivante. Et en plus de ça, on a une zone humide, bah oui, forcément, puisqu'on est au pied de la Lys, qui était un méandre et qui était pour partie canalisé. Autour de ce méandre, on a des zones qui ont été investies par la construction et par l'homme, mais en réalité, c'était des zones humides ou des marécages. Et donc, cette présence de l'eau est toujours là, en fait, en réalité. Donc, dans les zones humides, on n'a pas le droit de construire. Sur certaines parties des zones humides, on a le droit, moyennant des aménagements spécifiques. Ensuite, c'est pas fini. On a des sols pollués, évidemment, puisque ce sont des usines. Alors, on ne sait pas exactement où est la pollution, on n'a pas des études précises, mais évidemment, quand on va avancer de manière plus spécifique dans le projet, on va être amené à faire des études complémentaires qui vont nous donner des éléments de contrainte complémentaires où il faudra dépolluer, ou par exemple, on n'aura pas le droit de faire une école pour les enfants parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire sur certains types de sols pollués. Et ensuite, on a un plan de prévention des risques d'inondation, ce qu'on appelle un PPRI, c'est-à-dire que en fait, toutes ces petites zones, ces petites taches, là pour le coup, c'est des endroits encore plus contraignants par rapport à la présence de l'eau pour faire des choses. Diapo suivante, on a au PLU, là pour le coup, plan local d'urbanisme, un certain nombre de réserves pour équipement. Équipement, c'est-à-dire ça peut être faire un plouvoirie par exemple. Donc, une liaison piétonne là-bas avec nos amis belges, un recalibrage de la Lys qui est une distance par rapport à la Lys, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au canal à grand gabarit. Une liaison piétonne qui identifie au PLU, enfin bon, celle-là, bon, on est dans l'axe de la drève du château, donc j'ai envie de dire, elle est logique, elle n'impacte pas particulièrement. Une liaison de voirie et d'élargissement pour les liaisons piétonnes à l'ouest du site, pour l'élargissement de voirie. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. La diapo suivante. Ah oui, puis on a encore quelques fonciers privés, je dirais, j'ai envie de vous dire, sur lesquels on ne va pas aller, on ne va pas dire au château, allez-vous-en. J'espère que non, parce qu'on voilà, c'est ça. Non, mais on est donc bien d'accord. On va dire allez-vous-en maintenant, il y a un projet qui arrive. Donc évidemment, c'est une zone foncier privé sur laquelle on n'investit pas de démarche de projet. Et puis quelques fonciers privés sur le bord de la voirie ici au sud. Et je pense qu'on a fait le tour des contraintes qui sont, vous voyez, particulièrement nombreuses. Sur la diapo suivante, je crois que c'est tout. Voilà. Alors, l'allié cavalière de l'usine, quelques photos pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le site. Photo suivante, voilà, les vues des sheds vues dessus. Et la cheminée, notamment aussi, qui sont toujours des éléments qu'on considère et qu'on répute remarquables. Photo suivante. La façade de l'usine Gratry, alors il faut savoir aussi, on va en parler après, mais ça fait partie des éléments qui sont repérés IPAP. IPAP, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un monument historique, mais ça a été repéré dans le plan, et donc il faut en tenir compte. Voilà, quelques photos nord du site ici, on a toujours cette relation paysage assez importante, la zone AUDM en activité agricole, on n'en a pas encore parlé, qui est à l'ouest du site. Alors AUDM, ça veut dire que zone possiblement à urbaniser. Au PLU, c'est-à-dire que la collectivité peut dire, remonter le désir auprès de la MEL, on a une zone à urbaniser, on n'a pas encore le droit de construire dessus, mais on est en train de se dire, c'est de la réserve pour l'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais on se dit plutôt que comme il y a déjà cette zone-là, il n'y a pas une pression absolue
sur la collectivité, dites-moi si je me trompe, enfin, elle construire absolument beaucoup de logements. Donc la zone éolienne, pour l'instant, elle est plutôt préservée en zone naturelle. Par contre, il y a des réflexions qui sont menées sur pourquoi pas des choses un petit peu plus actives que juste un champ entre guillemets de patates ou de blé ou d'orge ou de maïs, mais quelque chose peut-être un peu plus interactif, pourquoi pas du maraîchage bio de proximité, des jardins partagés. Des réflexions de ce type pourraient être menées. Voilà, donc pour finir, un nouveau périmètre opérationnel. Donc, diapo suivante, vous voyez qu'au lieu d'avoir un périmètre de réflexion et d'études de 20 hectares au début, on dit c'est vaste. En fait, en réalité, on est sur 4,47 hectares, qui est véritablement la zone sur laquelle on va pouvoir réfléchir à des aménagements et à des programmes. Voilà, les thématiques de projet, quelles sont-elles? Alors, d'abord, on a un paysage exceptionnel des bords de Lys. Donc, sur la diapo suivante, on va commencer à animer une 3D. Donc, vous voyez la situation existante. Donc, on voit sur la diapo suivante ce paysage, toute la zone arborée, qui est quand même assez importante. Diapo suivante, on voit la zone naturelle de l'espace naturel relais. Ensuite, on voit l'espace boisé classé. On voit la zone humide. Et voici pour la zone de contrainte, là, les cavalières et le sujet arboré qui créent un vrai effet d'appel nord-sud vers les rives de la Lys. Donc on a commencé à se dire qu'il y avait des relations nord-sud dans le site, notamment celle-là qui existe, mais peut-être demain dans la façon d'investiguer la zone où il y a des bâtiments existants. On pense notamment à l'allée de l'usine aussi, qui est une allée pavée qui mène notamment vers la cheminée. Il y a des choses comme ça nord-sud qui permettraient peut-être d'aller au contact de ce paysage et de la Lys. Et d'aller vers ce paysage et d'entrer plus en contact. Donc, diapo suivante. Alors, le patrimoine remarquable. Donc, voilà la situation. Et on s'est dit, en fait, il y a un certain nombre de choses qui méritent attention. D'une part, comme je vous l'ai dit, classé IPAP, tout le long de la rue, les façades remarquables de l'usine Gratterie, son porche principal vers l'allée pavée centrale. Et puis, tenant cette allée pavée centrale, ces façades attenantes, et ces façades attenantes, donc une certaine profondeur qui peut être tout déterminée aujourd'hui, de shed. Vous voyez donc cette zone rouge d'accompagnement, donc c'est le petit 1, tout ou partie à conserver, on n'en sait rien, enfin on se dit en fait on garde du patrimoine industriel, et pour faire quoi dedans? Ça c'est une des questions qui va vous être posée. Et en perspective de ça, il y a la cheminée et un ou deux petits bâtiments. On le voit aussi, je crois, sur la photo suivante. Voilà, la chaufferie, sa cheminée, par exemple. On se dit, tiens, pourquoi pas garder ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dedans? Alors, c'est sans doute pas du logement, mais c'est peut-être autre chose qui est en lien avec le paysage. Ça, à nouveau, une question qui va vous être posée. Puis, le numéro 3, aussi un petit bâtiment qui n'est pas inintéressant, qui a une facture particulière, des combinatures de briques, etc., qui sont assez belles. Bon. Voilà où on en est aujourd'hui sur le patrimoine, pas plus loin. Et ça fait l'objet d'une discussion avec vous, c'est quelle est la valeur de ce patrimoine, selon vous, plus ou moins de patrimoine à conserver, et après il y aura la question subséquente, c'est si on en garde, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, ça c'est le petit bâtiment qui est le plus sur la gauche, mais il est assez sympathique, pourquoi démolir ça? Et bon, par contre, si on garde, il faudra bien se poser la question de savoir ce qu'on en fait. Et il y aura évidemment derrière tout ça un principe de réalité, c'est que s'il y a des opérateurs économiques demain qui viennent faire quelque chose dedans, il faut qu'il y ait une réalité économique aussi. Voilà. On peut passer à la suite. Oui, puis le château, évidemment. Voilà, madame. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Voilà, quelques photos aussi, vous voyez à l'intérieur. Bon. Alors, sur la programmation, il y aura sans doute un peu de logement. Combien? Aucune idée. 4 hectares. Je vais vous donner quelques petits indicateurs comme ça. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire le grand document cadre d'urbanisme, qui est encore supérieur au PLU, au plan local d'urbanisme, dit globalement, sur nos territoires, la jauge moyenne de densité, c'est 35 logements par hectare. Vous voyez que là, il y a 4,47 hectares. Si je multiplie 4,47 par 35, donc il y a 150 logements. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Juste pour vous donner un chiffre. Le centre-ville d'Allouin, autour de la rue Ville, on est à peu près à 70 logements à l'hectare.
Et on est 2 fois plus. Mais c'est normal puisqu'on est en cœur de ville. Vous voyez, 35 logements à l'hectare, c'est y compris dans les zones agricoles. C'est un grand chiffre moyen à travers tout. Donc en fait, un chiffre moyen, ça ne veut rien dire. Hein, on va être 15 logements à l'hectare dans les petits bourgs ruraux, on va être à 70 logements à l'hectare en centre-ville d'Aloin, on va être à 300 logements à l'hectare dans le Vieux-Lille. Vous voyez? Donc, mais même si on prend le chiffre moyen de 35 logements à l'hectare, on voit qu'on arrive déjà à 150 logements. En tout cas, l'idée, on s'est dit, c'est que s'il doit y avoir des logements là, c'est plutôt une approche un peu sur des populations possiblement vieillissantes, proches de la centralité, proches des services et des commerces où on peut tout faire à pied, ou c'est des nouvelles familles qui arrivent avec enfants, mais donc plutôt des logements un petit peu plus premium, c'est-à-dire en fait des grands et beaux logements de qualité qui sont en lien avec la nature, avec une densité plutôt faible. Des petites maisons groupées, ou peut-être ce qu'on appelle du semi-collectif, c'est-à-dire un logement au rez-de-chaussée, un autre logement à l'étage, mais pas plus. Bon voilà, ça, on en est là de nos réflexions, mais ça fait vraiment partie d'un sujet sur lequel on sera amené à discuter. D'accord ? Il y a une autre réflexion qui est menée, c'est que si on garde du patrimoine, c'est pour faire quoi dedans? C'est bien gentil de dire on garde des usines, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces usines? Donc il y a un certain nombre d'exemples qu'on avait montrés. Alors là, ce n'est qu'une image parmi d'autres, mais vous pouvez rester dessus. C'est LX Factory à Lisbonne, mais il y a d'autres exemples comme ça en Europe, et en France aussi d'ailleurs, où en fait il y a des réhabilitations qui sont faites d'usines pour aller mettre des petites entreprises qui ont des petits showrooms, qui ont des petites choses à montrer. Donc ce qui fait que ça reçoit du public. On peut imaginer l'usine centrale, l'allée centrale de l'usine. On pourra aller se promener le samedi après-midi pour aller peut-être boire un café, peut-être aller acheter quelque chose d'un artisan qui fabrique quelque chose qu'il a à vendre. Que sais-je? Peut-être que la ville, elle investira quelque chose dedans pour faire, je sais rien, un petit coworking, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, c'est ce type d'ambiance et ce type d'esprit qu'on s'est dit qu'il pouvait être intéressant à cet endroit-là, parce qu'on est aussi proche du centre-ville où il y a des commerces, et que donc il pourrait y avoir une logique le samedi après-midi ou même dans la semaine, avoir un petit parcours commerçant, de promenade, et que ce parcours de commerçant et de promenade, finalement, il nous amène un petit peu dans le paysage. On arrive sur le bord de la Lys. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi sur le bord de la Lys, plus de loisirs, vous voyez. Essayez d'un peu de réfléchir à ça. En tout cas, nous, on a réfléchi dans cette direction-là. Qualité des espaces publics, le dernier élément, on s'est dit d'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, on est au XXIe siècle. Je ne vais pas vous faire l'article, hein, mais bon, la planète brûle, donc bref. Moins on voit la voiture, mieux on se porte dans un projet. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de voiture, hein. On est à loin, on n'a pas le métro, donc il faut un principe de réalité aussi, on continue tous de se déplacer en voiture. S'il y a des logements, il faudra des stationnements. Ce que je veux dire plutôt, c'est que si on met du stationnement, il faut qu'il soit caché, il faut qu'il soit groupé, il faut que les voiries ressemblent plutôt à des endroits où on se promène à pied. Dans les vues suivantes, on voit que si on fait du stationnement, il sera plutôt paysager, infiltrant, parce que là en plus on est dans une zone de plan de protection des risques inondation, proche de la Lys, donc en fait il faut gérer les hydrocarbures qui descendent dans les sols, il faut que les sols soient infiltrants, etc. S'il y a des cheminements dans les zones humides ou vers la zone boisée qui va vers la Lys, c'est des choses discrètes, sobres, des petits passages bois qui passent dans le paysage continue d'exister, etc. Voilà un peu l'idée. Hein. Qualité des espaces publics, ça paraît évident de le dire comme ça, mais on voit quand on rentre dans le détail, et notamment sur la question de la place de la voiture dans le projet, c'est toujours des sujets un petit peu complexes à traiter, mais qui peuvent faire l'objet d'une discussion entre nous. Pour résumer, quatre sujets, hein, voilà, 4 sujets, paysage exceptionnel des bords de Lys, ça sera une table thématique de débat pour samedi la prochaine fois on se rencontrera. Patrimoine remarquable, qu'est-ce qu'on garde, pourquoi? Programmation, on va faire quoi dans ce projet, sur ces 4,5 hectares? Et enfin, la qualité des espaces publics, comment on va traiter tous ces espaces, quelle place on va donner à la nature dans le projet. Voilà. L'atelier participatif, comment ça va se passer? L'idée, c'est vraiment de vous associer à la conception du projet, monsieur le maire l'a bien dit tout à l'heure.
répondre à vos questions, recueillir vos attentes et surtout, la démarche collaborative, réfléchir ensemble. Donc samedi prochain, voilà, je dis à chaque fois samedi prochain, mais vous avez bien noté la date, il y aura 4 tables. Chaque thème fera l'objet d'une table thématique. On vous accompagnera sur cette table thématique pour avoir un temps d'échange collaboratif. Il y aura sur chaque table un rapporteur avec un paperboard qui écrira tout ce qui se dit. Et puis on essaiera d'en faire une synthèse. À la fin de la séance, chaque table restituera aux autres tables l'objet de son travail en 5-10 minutes, pas plus. Et puis nous, on en fera une synthèse finale. Je crois qu'on est arrivé au bout. Oui, bah voilà. Hein, donc je me souvenais plus qu'il y avait une slide pour illustrer en fait la façon dont les choses se passeront quand on fera cet atelier d'échange. Alors c'est période Covid, mais on s'est dit hein, avec Monsieur le maire que bah, c'est tout, on respectera les barrières et puis l'important c'est quand même de se voir, parce que c'était quand même dommage de baisser la garde et se dire qu'on ne le faisait pas, parce que franchement en visio ça ne l'aurait pas fait. Autant une séance comme ça, je pense que là sur Facebook des gens nous suivent et ça marche, mais pour des ateliers collaboratifs il faut vraiment qu'on soit en présentiel. Du moment qu'on respecte les gestes barrières, ça marchera. Voilà, merci de votre écoute, j'en ai fini. On laisse en slide de fond le timing que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis on est prêt, je pense, maintenant pour un temps d'échange. Je ne sais pas si on peut prendre le micro qui est là, je pense qu'il est branché. Merci beaucoup, Monsieur Galland, pour cette présentation à la fois riche, intéressante et exhaustive. Donc, oui, là, c'est un temps d'échange, surtout parler de la façon la plus libre possible. Comme vous l'a dit Monsieur Galland, comme nous l'avons répété, le but, c'est de co-construire, de réfléchir ensemble à l'aménagement donc de ce territoire, qui est un secteur tout à fait remarquable. Alors souvent, le plus difficile, c'est pour le premier qui souhaite s'exprimer. Voilà, vous avez la parole. Je vous en prie, si on peut approcher le micro, et à chaque fois, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à donner votre nom, votre prénom. Merci. Didier Després, je souhaiterais savoir si nos voisins belges seront invités également à réfléchir avec nous, s'ils s'engagent effectivement, le jour où ils aménageront leurs abords, de faire appel à nos services également. Est-ce qu'il y aurait un partage avec nos amis belges ou est-ce qu'on ne s'occupe pas d'eux du tout? Puisqu'on parlait tout à l'heure de qualité paysagère, il y a déjà deux mixeurs qui se sont mis au bord de la Lys et qui ne sont pas là pour nous donner un courant d'air, mais pour bénéficier de l'air. Alors ce serait dommage qu'on ne mette pas nos politiques un peu en parallèle et qu'on n'avance pas ensemble. Question très, très pertinente, merci à toi. Effectivement, nous avons déjà pris plusieurs contacts avec l'équipe municipale de Menin, le bourgmestre et d'Illustre, sur nombre de sujets. Hein. Ça va des animations jusque l'aménagement. Donc il est bien évident qu'on va continuer à échanger avec eux. Ce qui nous importe, alors on en a un petit peu moins parlé, parce qu'effectivement, on est sur un espace naturel lorsqu'on s'approche de la Lys, un relais. Il y a donc ce que je vais qualifier de contraintes. Ce qui nous anime, nous, et on pourra en partager là-dessus, même si on est un tout petit peu au-delà du secteur qu'on envisage ici, ce qu'on souhaite, c'est surtout pas bétonner ce secteur de nature. En aucun cas. Par contre, à Menin, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, il va y avoir des aménagements conséquents, il faut qu'il y ait une cohérence. Il serait dommage qu'il y ait une mobilité douce depuis la frontière jusqu'à Courtrai, puis une mobilité douce jusqu'à l'extrémité donc de la voie verte, et entre deux, un no man's land de 300 mètres. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une connexion, pour qu'il y ait une continuité, et pour que vous, à Luynois, notamment, de chez vous, vous puissiez aller à vélo, sur la route, jusque Courtrai, où vous arrêtez avant, et de l'autre côté, jusque Lille. Ça, effectivement, ça implique de travailler main dans la main avec nos amis meninois, réfléchir quant aux matériaux qu'ils utilisent,
aux méthodes. Et donc le but et l'objectif, c'est vraiment de travailler avec eux. Et je sais que la MEL est très sensible à cela, puisqu'on est au cœur de ce qu'on appelait précédemment l'Eurodistrict et maintenant l'Eurométropole. Donc la réponse est oui. Monsieur de Driver, enfin, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, François de Driver. Moi, j'ai pas mal de questions sur ce projet. J'y travaille dessus pendant 5 ans en tant qu'élu, donc je connais bien le sujet. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'a priori, vous ne prenez pas en compte la première tranche de travaux qui est en train de se terminer, sur lequel il y avait des pistes, parce que le projet, comme vous disiez, monsieur le maire, est en évolution, le reste, hein, les pistes pour relier, et qui ont été faites pour relier la Lys, pour un cheminement doux parallèle à la rue de la Lys, etc., etc. A priori, pour l'instant, j'entends bien pour l'instant, c'est pas pris en compte dans votre projet, quoi. Je pense que ce serait une chose intéressante pour éviter d'avoir une espèce de ghetto, vous savez, un truc fait, et puis voilà, quoi. Je vais peut-être vous laisser répondre, mais c'est ouvert, hein. Rien n'est pris ou n'est pas pris en compte, hein. Et effectivement, des études précédentes pertinentes viennent plus qu'enrichir le projet. Je vous en prie, si vous voulez apporter quelques précisions. Non, effectivement, monsieur le maire a raison. Plus le projet va se mailler avec la situation existante, plus on se portera. Alors je sais qu'il y a des petits épiphénomènes, notamment avec le lien à la Belgique, sur des effets de cul-de-sac où les vœux de continuité ne sont pas toujours exaucés. En tout cas, vis-à-vis du projet qui est déjà engagé et sorti de terre, pour ainsi dire, les maillages prévus, pour nous, l'objectif c'est de les poursuivre. Dans le cadre des échanges. Oui, et également le problème du port, parce que vous nous montrez une belle photo tout à l'heure du port, on voit la Lys, on voit le port, mais vous n'êtes pas en France, elle a été faite de Belgique. Dans la France, on ne voit pas le port, je suis désolé. Il faut absolument virer il y a des buts à virer pour avoir une vue lointaine, il y a pas mal de boulot, quoi, parce que pour l'instant, le port d'Aluas, je suis désolé de le dire, hein, vous n'y êtes pour rien, il est planqué par rapport à la ville, quoi. On est d'accord, mais c'est pour ça que j'ai bien tenu en préambule à poser un peu le cadre des contraintes dans lequel en fait on s'inscrit. Et il est évident, et on a besoin de vous pour ça. Je tiens à le repréciser. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre paysager dans lequel on est inscrit aujourd'hui est absolument sanctuarisé du point de vue de la réglementation. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre un pied en fait dedans, hein, pour ainsi dire. On a déjà aussi dit, bon, on peut quand même faire des cheminements piétons, élaguer les arbres, donner des perspectives. On n'a pas le droit de le faire aujourd'hui. On s'est bien renseigné, on a creusé le sujet, et en fait, à chaque fois, la porte pour l'instant est un peu fermée. Donc plus vous nous accompagnerez dans votre expression de désir d'aménagement vers de la perspective, vers du dégagement, enfin je veux dire la nature, moi je suis un fervent défenseur de la nature pour autant, à un moment donné, il faut savoir aussi ménager d'autres enjeux, notamment des enjeux de connexion, vers le port, on parlait d'une passerelle tout à l'heure, enfin vous voyez, en fait, moi je pense vraiment qu'on peut faire l'un et l'autre. Donc allons ensemble dans cette direction. Le problème de la passerelle, si, ça serait vraiment bien, mais le souci, c'est avec la réalisation, quand les PMR, vous voyez pas, il faut... la liste passe au gabarit, donc je sais plus, il faut pouvoir passer un bateau et 3 conteneurs. C'est-à-dire que même le pont, il faut le remonter de 2 ou 3 mètres, enfin j'ai pas les dimensions exactes. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on va trouver avec une passerelle, ça va être super sympa, mais vachement haute, pour accéder au niveau PMR, ça veut dire ascenseur ou alors des rampes de 200 mètres. Hein. Donc, il y a du boulot, vous n'allez pas être au chômage. Mais, merci à vous. Si on peut passer le micro à d'autres personnes. Bonsoir, Pascal Meunier. J'ai 2 questions, je vais les enchaîner. La première, c'est une question de curiosité. Est-ce que vous avez déjà une idée du planning chronologique? C'est un projet comment? C'est du moyen terme, hein, c'est-à-dire c'est pas pour cette année qui vient, ni l'année suivante, ni non plus dans 10 ans. Non mais c'est ça, c'est assez souple. Je dirais c'est milieu, fin de mandat. Il y a beaucoup de contraintes techniques, de contraintes réglementaires. Voilà, je dirais c'est un projet à 4 ans, je dirais à peu près, Monsieur Galland, un peu moins. Hein, oui, ce qu'il faut peut-être préciser, je ne suis pas sûr d'en avoir bien parlé, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en ce moment, je ne sais pas si vous le savez tous, mais enfin, le PLU de la MEL, Métropole Européenne de Lille, dont la ville fait partie, est en cours de modification.
Et donc, en fait, si on veut inscrire des possibles modifications du cadre réglementaire, c'est maintenant que ça se joue. C'est d'ailleurs la raison de cette étude, entre autres. On pose le crayon, là, bientôt, au sol de cette concertation, on finit de dessiner, puis pour juin, en fait, c'est joué. Et après, il y a tout le temps de la concertation liée à la modification de SUPALU. En gros, sa mise en vigueur, premier semestre 2024, c'est ça, Isabelle? Premier semestre 2024. Ça veut dire que n'importe quel projet qui voudrait pouvoir voir le jour ou s'engager sur ce site ne peut s'engager dans ses dépôts de permis de construire, par exemple, pas avant le premier semestre 2024. Vous voyez, on est début 2022. Fin de mandat, c'est peut-être même peut-être un peu optimiste. Voilà. Vous voyez, donc on est sur vraiment du moyen terme. Je vous remercie. Et donc la deuxième question, qui est une question un peu plus technique, légèrement. Quand vous nous avez montré les plans tout à l'heure, on voyait un chemin que vous avez qualifié de chemin pédestre, qui se situe entre l'usine gratterie et la zone de culture. Celui qui est bordé d'un alignement d'arbres. Et je viens d'entendre, là, il y a quelques minutes, que ce type d'endroit, on ne pouvait rien faire, même pas élaguer. Ce qui est fort regrettable, car en réalité, en fait, le chemin pédestre, c'est un chemin d'accès pour 3 maisons. Donc pour des véhicules qui est en train de se dégrader à une vitesse alarmante, si on ne peut même pas élaguer, bientôt on ne pourra plus aller chez nous. C'est donc une question sous forme de récrimination, mais j'aimerais quand même avoir une réponse. Ouais, alors pour le coup, je ne sais pas si j'ai dit quoi que ce soit sur ce sujet. D'ordre, on ne fera rien. En fait, je suis en train de tourner mes pages, je vais vous dire pourquoi, parce que je ne sais plus si on est sur un secteur privé ou pas. La Vie Cavalière. La Vie Cavalière est géré par l'EPF. C'est l'EPF. Ah voilà, on est à l'EPF. C'est Okay. l'EPF. Donc vous avez raison de formuler une remarque, c'est-à-dire qu'on est sur un foncier, on va dire, de gestion publique, on va dire ça très largement, mais en gros c'est de gestion publique. Donc oui, in fine, dans le cadre des aménagements globaux sur cette zone, cette allée fait partie des éléments d'enjeu. Enfin, en tout cas, nous, on l'a repéré comme un élément marquable du paysage. Donc, j'ai jamais dit qu'on pourrait rien faire. Ce que je dis, c'est que toutes les zones qui sont sanctuarisées au titre du réglementaire, aujourd'hui, on peut faire très peu de choses. Alors, aller élaguer des arbres sur une allée qui mène à des maisons, par exemple, de facto, oui, il y a ne serait-ce que pour la santé des arbres, d'une part, d'autre part, pour la dimension peut-être sécuritaire aussi, les branchements qui tombent, ce genre de choses. Franchement, on n'est pas là de ce type de réflexion, mais on n'a rien dit qui s'opposait à ce qu'il y ait des aménagements possibles. Merci, c'est tout à fait rassurant. Mais vous avez pris contact avec l'EPF à un moment donné ou parce que je pense que c'est des choses que nous, on peut demander à la MEM, puisqu'on est en convention partenariale avec eux. Si on peut leur demander d'entretenir un site. Voilà, il faut que je puisse le justifier. C'est gênant pour le passage piéton, c'est dangereux pour telle raison. Si on a les arguments, je peux remonter l'information et demander effectivement est-ce qu'ils entretiennent. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a rien qui s'y oppose, très honnêtement. Je pense qu'il faudrait. Vous avez montré 2 photos de ce chemin, une qui est tout à fait charmante, qui a dû être prise au printemps ou en été, et une autre qui est plus récente et beaucoup plus réaliste. On y voit des flaques immenses. Il faut savoir qu'elles font jusqu'à 20 cm de profondeur pour les pires. C'est en train de complètement partir en... L'allée Cavalière, a priori, présente des flaques qui ne permettent pas le cheminement. C'est bien ça, monsieur? Qui le permettent encore, mais de moins en moins, et je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera à peine circulable. En tout cas en voiture. Ce n'est pas que les arbres, c'est aussi l'entretien du chemin, de l'allée Cavalière, ce qu'on appelle... Ça se voit assez bien sur la photo, là. Les arbres sont en train de se rejoindre en haut, certains ont des branches qui menacent de tomber, et quant aux trous que l'on voit ici, maintenant, ils font 10 à presque 20 cm de profondeur. Ça se dégrade à une vitesse hallucinante. Écoutez, je vais remonter les informations auprès de... Et c'est notre seule entrée sous la propriété du château. D'accord. Et pas que le château, on est 3 maisons là. Oui, tout à fait. Non, mais je vais remonter l'information. Je ne vais pas récriminer. Votre demande est tout à fait légitime, Monsieur Meunier, bien évidemment. Autant Madame Freyer-Muth que moi-même, on va aller dans ce sens-là, bien évidemment. Ça, oui, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, c'est clair.
plusieurs personnes, donc 3 personnes qui lèvent le doigt en même temps. Merci. Oui, bonsoir à vous. Cédric. Moi, j'avais une question par rapport au site de Déco-France. Donc, il y a des logements qui ont été faits par Villogia. Je dois justement y habiter dans pas très longtemps. Nous sommes vraiment au bord de l'espace zone verte avec une zone humide. Donc, je suis vraiment au milieu. On m'avait prévenu qu'il allait y avoir un chemin qui menait et qu'après, on arrêtait le chemin parce qu'on n'avait pas encore le projet de fait. Mais l'idée était de créer un chemin qui menait à la liste, c'est ce qu'on parle ce soir. Et je voulais savoir, j'ai vu justement quand il y avait le schéma que c'était une zone humide. Et je voulais savoir quel est le projet qu'il doit avoir dessus, car a priori, il y a déjà un projet qui est acté, ce serait une sorte de parcours de santé sur une zone humide. Donc je voulais avoir, si vous avez des informations là-dessus. Donc c'est vraiment au niveau du trait rouge qui revient juste à côté du F8 en fait. Oui. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a une liaison piétonne. En fait, derrière mon jardin, en fait, il y a 4 mètres de constructible. Et après, c'est une descente. Et a priori, là, il y a un projet. Et je ne sais pas trop ce qui est réalisable là-dessus. Mais en tout cas, j'ai besoin de savoir avant de me projeter dans la maison. Si vous avez des informations qui sont déjà réelles ou si pour l'instant, ça reste du... Vous parlez de la zone qui est au nord de la liaison F8, piétonne. Hein. F8 est là au nord. Ça se passe au nord, c'est ça? Non, Au-dessus. au bord. Non, au bord. D'accord, au bord de la En fait, liaison. il y a un chemin qui traverse tout le quartier Oui, oui. et qui s'arrête. Bon, là, on ne le voit pas, bien sûr. Oui. Mais donc, moi, à la maison, j'ai le jardin qui, normalement, donnait sur les feuillages. Donc, c'était pour ça aussi que j'avais pris cette maison. Et au final, j'ai su qu'il y avait un projet qui était sûrement réalisable sur le côté où il a écrit F8. Donc, on m'a dit que c'était un parcours de santé. Je voulais savoir Alors, avec moi, vous si, parcours de santé, j'en ai jamais entendu parler. Madame Freyermont de la Belle non plus. Donc, pour vous, ça reste toujours une zone vierge pour l'instant. Je sais C'est pas. privé. Et- C'est le bailleur Non, justement, ça, c'est pas privé. Le bailleur, lui, a juste le site de Déco-France, jusqu'au mon jardin. Mais il m'a prévenu que... Alors, c'est vrai qu'il y a un bout de triangle, je sais pas si Voilà. on parle de ça, hein. Un bout de triangle qui est à droite du trait rouge et en haut de F8. On est d'accord, on parle de ça? C'est un étang de pêche. C'est pas l'étang de pêche à la Non, bah justement, à gauche de l'étang de pêche, voilà. À gauche. Là. À gauche de l'étang de pêche. Ah. Bon, on est dans la zone Bah, humide. je suis dans une zone naturelle, bien sûr. En tout cas, nous, à ce stade, on n'a rien dessiné. Voilà. J'ai surtout dit que, tout ce que vous m'avez entendu dire jusqu'à maintenant, j'ai surtout dit qu'a priori, dans cette zone naturelle, on ne peut rien faire. Oui, bien sûr. Si on décide tous collectivement qu'il y a des choses à faire, Ouais. bah, on ira dans cette direction-là, mais de toute façon, ça ne sera pas pour aller faire des aménagements au contact des habitations. Vous voyez, ce sera plutôt pour aller chercher des chemins pour aller vers la liste, par exemple. Vous voyez, Oui, bon, peut-être après j'ai eu des mauvaises informations, c'est juste que... peut-être. Alors, C'est juste qu'on m'a dit que voilà, c'était commandé, c'était fait et que ça Ah allait ouais. se faire. D'accord. Et que c'est pour moi, c'est pas réalisable parce que c'est une zone humide et c'est une zone verte. À cheval sur le bout de jardin que je vous ai dit, Bah oui. les 4 mètres, mais c'est Bon, pas réalisable dans tous les cas. écoutez, Donc c'est juste ça, je voulais avoir une information. Si de votre côté, vous avez quelque chose... non, bah, écoutez, non. Et Bon, puis la ville n'a pas l'air au courant non plus. Donc, bon, c'est- bah, Et pour moi, c'est important, c'est pour ça. Non, mais très concrètement, c'est le but justement de. Alors, même si on est sur le terrain voisin, l'ancien Déco-France, hein, c'est aussi le but de cette rencontre, de noter les problématiques. Alors, il y a du réglementaire, bien sûr, derrière. On va regarder ça de près. Ça doit se réfléchir avec directement les riverains, les personnes qui habitent là, vos voisins. Une question de faisabilité réglementaire, mais également technique. C'est vrai que le but, c'est d'ouvrir la ville vers la Lys. Donc, s'il y a un chemin, s'il y a des chemins, le but, c'est de conduire vers le chemin de halage. Ça, c'est vraiment la volonté. Et également de rendre accessible le port. Hein, François de Driver l'avait dit tout à l'heure. La passerelle, c'est un vrai enjeu. Et le but, c'est de la faire partir véritablement de la frontière franco-belge et puis d'aller vers la placette avec les drapeaux. Donc le but, c'est d'ouvrir vers la Lys avec des contraintes, vous l'avez dit, techniques, voilà, qui sont liées notamment à la zone humide. Mais là, à ce jour, rien n'est déterminé, rien n'est figé là-dessus. Ça peut être été évoqué et ensuite répété, voilà, entre les uns et les autres, mais il n'y a rien de déterminé là-dessus. Bonjour, Coralie Bompard. Moi j'ai une question tout autre.
Donc on sait tous qu'Halluin a une histoire, un passé très industriel. Et donc moi je ne suis pas issue de la région et j'ai été étonnée quand je suis arrivée dans la ville de ne pas avoir plus de témoignages là-dessus. Et je me demandais si justement le fait de bénéficier d'un site comme les usines Grati pourrait être l'occasion de faire, soit d'utiliser garder la cheminée ou le long des promenades, de mettre je sais pas, une espèce d'informations historiques sur soit le site directement, soit le passé industriel d'Halluin. Je voulais savoir si vous y aviez réfléchi. Alain, tu peux répondre. Merci de cette question très pertinente, Madame Monpin. Oui, bonsoir, Alain Capra, adjoint à l'urbanisme. C'est un projet magnifique à un endroit exceptionnel sur Halluin, en face du parc de plaisance, et de l'autre côté de l'avenue du Port, on serait en face de Gallo, ça ne serait pas du tout la même chose. Un projet que l'on veut mener autour de valeurs, de premières valeurs de concertation, en travaillant avec l'ensemble des habitants et pas en venant imposer un projet qu'on aurait déjà pensé nous-mêmes et sans discussion avec vous. Une deuxième valeur, c'est la préservation du patrimoine architectural industriel du Nord, et on a ici un magnifique endroit où on a eu des tournages de films tellement l'endroit est exceptionnel. La cheminée, la chaufferie que Monsieur Ruffin, que je salue et qui est dans la salle, un des propriétaires du site, est en train de retaper. Sont des endroits, et la façade rue de la Lys, classée à l'IPAP, l'inventaire du patrimoine architectural au plan local d'urbanisme. Donc c'est des endroits, des choses dont on tient compte bien évidemment dans ce projet et que l'on va maintenir. Il est hors de question de faire place nette, comme souvent des projets immobiliers le sont, où on rase tout et on fait un lotissement de maisons. Ça c'est hors de question. Le but n'est pas de construire du logement et encore moins des logements de grande hauteur. Le but, c'est surtout de protéger cet endroit. Et puis, une deuxième chose, c'est d'attirer et de rendre attractif cet endroit pour l'ensemble de la vallée de la Lys. Quand vous êtes à Halluin, vous êtes au bord de l'eau, vous voulez prendre un verre bien agréablement, eh bien vous allez à Warneton, vous allez à Vambrechy, où on a des bords de Lys très bien aménagés, très agréables. Quand il fait beau, bien sûr, hein, pas quand il pleut comme en ce moment. Mais le but, c'est de pouvoir avoir des endroits, bars, restaurants, placettes. On a imaginé des choses, hein, on va pas imposer les choses, on vous laisse aujourd'hui intervenir pour apporter vos idées. Mais voilà, c'est un lieu très motivant pour réfléchir à la ville de demain et prendre en compte ce que vous dites. Le patrimoine, le château, dont vous avez la chance d'habiter dans un endroit magnifique, et ces bâtiments que l'on a vus en photo tout à l'heure, la chaufferie, les petits bâtiments à côté qui doivent être préservés. On retrouve des vieilles cartes postales d'Halluin avec la façade rue de la Lys, pardon. On a énormément de familles halluinoises dont les ancêtres ont travaillé dans cette usine et il faut absolument préserver ça. Voilà. Juste un petit complément par rapport à ça, effectivement, on est demandeur, et c'est presque un appel à contribution que je vous fais aujourd'hui, c'est-à-dire que toute personne qui a un vécu lié intimement à cette usine, on est désireux de mener des échanges avec ces personnes. Je vous invite du coup à participer, à collaborer à l'atelier qui aura lieu samedi sur le thème de la préservation du patrimoine. Et ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'on a fait par exemple à Lys-les-Lannoy sur le site Stein, tout un travail en fait avec les ouvriers de cette usine, chômage, qui a travaillé avec un photographe et un travail avec un journaliste pour faire du recueil vraiment de témoignages. On fait toute une série de portraits, on a affiché ces très grands portraits dans l'usine désaffectée, qui a été une belle exposition, qui a fait l'objet d'un ouvrage. Et on peut comme ça réfléchir à plein d'idées pour demain aussi avoir un parcours à la fois de promenade, mais un parcours de mémoire sur le site de projet.
Marie Dereau de l'association CLCV. Donc là, je vais intervenir plutôt par rapport aux familles alluinoises et comment ce site, qui enfin va retrouver vie, pourrait répondre à des besoins. Donc déjà, il y a eu une partie de l'aménagement des bords de Lys qui a été réalisée et j'ai vu que déjà les Alluinois prennent beaucoup plus de goût à venir y marcher. Je vois les familles qui viennent avec les enfants qui peuvent faire du vélo. Donc je pense que tout cet aspect-là de lieu, alors de promenade sur les espaces qui sont nature, ça permet de garder de la nature, ça permet de se promener. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font des marches. Donc ça me semble très important. Quand on parle de logement, je vois qu'il y a tout le site d'Éco-France avec beaucoup de logements. Donc là, moi, personnellement, je mets tout de même un bémol là-dessus. Par contre, ce que je trouve, c'est que l'allée principale de ce site, où vous avez présenté la proposition de pouvoir garder une partie de cette façade et qu'il pourrait y avoir des box artisans, ou peut-être, parce que je rappelle que c'était un lieu où il y avait beaucoup d'associations qui avaient leur lieu de vie. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et ce que cette dame vient de dire avant, c'est un lieu de mémoire pour l'histoire industrielle d'Allu. Et ça, c'est très, très important. Soit avec des panneaux, comme vous dites, mais il peut aussi avoir un box, quelque chose qui soit lieu de mémoire. Et là, ça rentre un peu dans le tourisme d'Allu. Il y a une personne également au 5e rang, ici à droite, qui souhaite s'exprimer. Là aussi, je suis très heureux des échanges de cette soirée. C'est très pertinent ce que vous évoquez, Madame Dereau. Ça touche au tourisme, c'est un lieu de mémoire. Nos associations aussi sont très attachées. L'épicerie solidaire se trouve là, par exemple. Elle se trouve là. Et c'est extrêmement pertinent. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce patrimoine, d'une part, éviter la bétonisation. Bon, concernant Déco-France, il y a beaucoup de petits logements, des 3 chambres, 90 mètres carrés, et c'est vrai que le but, ça n'est pas de refaire la même chose juste à côté. Je ne critique pas Déco-France, ça correspond à un besoin. Il faut des logements pour tout type de famille, des plus jeunes jusqu'aux seniors, mais véritablement valoriser ce patrimoine à la fois industriel et naturel, tout en gardant, je dirais, cet attachement qui fait partie de notre histoire. Merci à vous. Bonjour, Bernard Gébard. J'ai été pendant 43 ans au service maintenance de gratterie. Donc je connais parfaitement tous les lieux et particulièrement bien les lieux pollués. Or, il y a un monsieur tout à l'heure qui a soulevé un problème à côté de l'étang de pêche. Au bord de l'étang de pêche, il y a un petit fossé qui coule à la Lys. Et de l'autre côté de ce fossé, c'est une ancienne décharge qui a été utilisée pendant au moins 50 ans. Décharge industrielle. Bon, ça c'est une chose, je vous le dis. Ensuite, la pollution sonore de Gallo et la pollution olfactive. Moi, j'ai travaillé au château chez Gratterie depuis 1960 et on a toujours été embêté depuis l'ouverture de Gallo par les fumées des broyeurs de voitures. Les vents dominants ramenaient ça là au château. Certains jours, c'était épouvantable. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, des travaux ont été faits pour diminuer cette pollution, mais si ce n'est pas fait, ça doit être fait. Plus le bruit. Moi, j'habite de l'autre côté de la tour du manoir. À 6 h du matin, on est réveillé par le bruit de Gallo. C'est pas normal et ça dure depuis une éternité. Je sais qu'avant, le directeur de chez Gallo avait sa compagne qui était la bourgmestre de Menin. Est-ce que ça a joué? J'en sais rien. Mais si c'est vrai, il faut que ça s'arrête. Voilà. Et si vous avez déjà d'autres détails sur la pollution, je suis à votre disposition pour donner les plans. Merci beaucoup, Monsieur Gébard. Mais oui, justement, c'est très très intéressant ce type de témoignage. Alors, la pollution, heureusement, les choses maintenant sont très encadrées. On se doit de dépolluer avant d'initier des aménagements, quels que soient d'ailleurs ces aménagements, encore plus lorsqu'il s'agit de logements. Je dirais
je vais tirer le masque, vous m'entendrez mieux, ça coûte très cher. La dépollution coûte très cher, mais c'est une obligation, et heureusement que ce soit une obligation. Donc là, de toute façon, les choses seront faites dans les règles de l'art, et je vais dire même dans les règles du droit, les règles de la réglementation. Pardon, je veux dire, la dépollution sera faite dans les règles de l'art, dans les règles de la réglementation. Ça coûte très très cher, mais c'est un incontournable, il n'y a même pas débat. Si on ne le fait pas, on est hors jeu. Concernant Gallo, je ne vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Voilà, la structure est à cheval sur les deux pays, Gallo France, Gallo Belgique, il y a également Gallo Plastique. Alors, il y a les plus, il y a les moins. Les plus, on est en plein dans l'économie circulaire. Qu'est-ce que fait Gallo? Il permet de recycler, je crois même que c'est 98%, si je ne dis pas de bêtises, des matériaux, des automobiles, que ce soit les métaux ferreux ou non ferreux, et notamment les matières plastiques. C'est utile, c'est vertueux. Mais franchement, il y a eu un petit peu moins d'un an un incendie, et il y en a eu X très régulièrement. J'ai contacté moi-même la préfecture pour qu'on multiplie les capteurs. Ce qui est compliqué, lorsque ça commence à se consumer, ça se consume à l'intérieur, on ne le voit pas. Et ensuite, quand il y a les flammes, c'est trop tard. Donc on va multiplier les capteurs de température à l'intérieur des amas qui font 2, 3, 4 mètres de hauteur. Vous voyez un peu le tableau. Et c'est un vrai souci de nuisance. Nuisance, il y a des poussières. Les poussières, elles vont jusque la rue Anatole France, hein, même au-delà, hein, dans le secteur je dirais de l'ancien Petit Baptiste, la Bonne Franquette. Hein, ouais. Et il y a également le bruit. D'ailleurs, lorsqu'on évoquait le chemin de halage, dès qu'on s'approche à pied de l'avenue du Port Fluvial, c'est très compliqué de rester là, à l'extérieur. Le terrain qu'on évoquait tout à l'heure, qui a une vocation actuellement plutôt agriculture, mais qui pourrait devenir ensuite un lieu d'accueil d'habitation, le terrain Gage, pour parler simple, hein, qui appartient au groupe LVMH, là je crois que ce serait une erreur de mettre des habitations immédiatement à côté de Gallo. Il faut penser aux gens qui habiteraient là. À mon avis, non. Et c'est compliqué aussi parce que de l'agriculture, de la permaculture, oui, mais juste à côté des poussières de Gallo, il y a une réflexion aussi qui doit être menée là-dessus. C'est pas évident. On a eu des demandes, là, qui émanent plutôt de familles pour les jeunes. Pourquoi pas un skatepark, par exemple, à creuser. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en tout cas, c'est une demande qui est récurrente sur Halluin, pardon. Mais Gallo, je vais pas vous mentir, pas plus que les municipalités précédentes ou les municipalités qui nous suivront, on n'a pas de baguette magique. Ils sont là, ils resteront là. Par contre, on peut leur mettre une pression citoyenne. Je suis allé sur place, ils font de l'insertion. Il y a beaucoup d'Halluinois qui étaient en situation de non-emploi, qui ont trouvé du travail grâce à eux, et bravo, et merci à Gallo pour ça. Mais par contre, Gallo, constamment, nous devons leur remonter toutes ces problématiques pour qu'ils puissent réduire le bruit, réduire les émanations. Alors, il y a maintenant un rideau, si vous voulez, de gouttelettes qui permet de rabattre les poussières. C'est bien, c'est un début, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Et on travaille main dans la main avec eux, avec un niveau d'exigence toujours plus élevé, afin de faire en sorte que ces nuisances diminuent. Mais je ne vais pas vous mentir, Gallo est et restera là. Oui, je suis d'accord, monsieur le maire. Mais il y a déjà plus de 30 ans, je m'occupais de la pollution chez Gratry avec un organisme qui s'appelle les APAV et qui est en contact avec la DRIR. Et les normes de bruit, elles étaient de 60 décibels aux limites de propriété. Ils passaient à 110. Et personne n'a rien dit. Et ça a été contrôlé par les APAV à l'époque. C'était une erreur. En tout cas, je peux vous dire, et d'illustre du côté meninois, je ne peux pas parler pour Madame Fournier, hein, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à Madame Fournier.
Edilust, là-dessus, il est très sensible aussi à la question. Je sais, il y a même des riverains belges qui ont contacté Roselyne Després, je ne sais pas si Roselyne est là ce soir, son époux est là, mais j'ai pas vu Roselyne, qui ont contacté Roselyne, puisque Roselyne parle un flamand parfait, et c'est pour vous dire que Halluin et Menin, tant au niveau de la municipalité qu'au niveau de la population, il y a vraiment une union d'action, et Gallo est de plus en plus sensible, de plus en plus à l'écoute en cherchant des solutions. Mais je vous dis, il y a des coûts financiers derrière, et puis il n'y a pas non plus, je dirais, de baguette magique. Merci. Oui, bonsoir, Philippe Dobresse. Alors, en fait, j'avais deux questions, et en même temps deux constatations. La première s'adresse à Lamel. Là, comme vous l'avez évoqué, monsieur le maire, le projet, là, ça sera un projet donc à moyen terme. Actuellement, depuis que Lamel a aménagé de façon très bien en fait la partie qui accède à la Lys, au niveau de la rue de la Lys, près de l'église, il y a en effet de plus en plus de personnes qui viennent en profiter. Et là, il se trouve qu'il y a un projet de passerelle donc, qui permettrait une mobilité douce sans être obligé de contourner l'usine Gallo en passant donc par Menin. Lorsqu'on fait la boucle, c'est souvent le cas par exemple des clubs de randonneurs dont je m'occupe, lorsqu'on fait la boucle en fait, Menin passe derrière Gallo, on va jusqu'à Verviers et on revient jusqu'à en fait Halluin. Donc là c'est une boucle qui est très appréciée des randonneurs, sauf la partie Gallo, bien sûr, parce que là on doit passer en milieu routier, plus les éoliennes, plus le bruit, plus les... Or, il y a un projet en fait de passerelle en fait qui est juste après le port d'Halluin. Il y a d'ailleurs une pancarte enfin un grand mur de pancartes en fait qui indique le projet depuis plusieurs années de la MEL de passerelle et rien n'est fait. Si je me déplace du côté de Courtrai, qu'est-ce que je remarque? En fait, là, à Wevelgem, ils sont en train de construire une passerelle pour les piétons et les vélos. À Courtrai, ils ont construit récemment 2 passerelles. Quand je discute avec les personnes là-bas, ils me disent, bah oui, nous on a fait nos dossiers, tous ces dossiers sont financés par l'Europe, dans le cadre du projet de... Donc voilà, donc en fait la balle est dans le camp. Il faut que cette passerelle soit réalisée le plus vite possible, puisque l'affiche est déjà placée depuis plusieurs années, donc il y a bien eu des dossiers de fait. Où sont ces dossiers, dans quel tiroir? Il faut les faire remonter et avoir les budgets pour faire cette passerelle. Je pense que vous évoquez le vélo voie verte qui part de Somain vers Halluin. Effectivement, c'est un projet de longue haleine et qui nécessite d'acquérir des terrains au fil de l'eau. Et je sais que la MEL n'a pas enfoui ça dans un tiroir. N'a pas enfui dans un tiroir, mais c'est un projet qui est complètement d'actualité. Simplement, il y a un petit blocage, on va dire, avec l'établissement public foncier qui est aujourd'hui propriétaire de ces terrains. Voilà. Il y a un désaccord financier, notamment, et donc qui ne permet pas pour le moment de réaliser, de poursuivre cet aménagement. Mais c'est bien prévu, c'est bien dans les tuyaux, c'est en train d'être réalisé, et c'est une démarche qui prend du temps, puisque voilà, au fur et à mesure, la MEL acquiert les terrains sur tout le cheminement entre Somain et Halluin. Donc, c'est pas un projet qui est abandonné, c'est un projet qui sortira d'ici, j'espère, quelques années, j'espère avant. C'est mes collègues Trame Verte et Bleue qui suivent ce dossier, donc j'ai pas les dernières informations, mais je sais qu'il y a un point de blocage qui est en train d'être levé, et donc j'espère que ça viendra dans le temps de la réalisation du projet qu'on suit aujourd'hui et qu'on vient vous présenter. Ok, très bien. Disons que quand on regarde les panneaux en fait, qui sont affichés un peu partout sur le long de la frontière, en fait, le long de la Lys, et qu'on se promène, on voit qu'à chaque fois, les projets ont été financés par l'Europe, en fait, à grande partie. Donc pourquoi du côté belge, ça avance plus vite? Alors peut-être que c'est un petit pays, enfin on connaît qu'en France, c'est une bureaucratie énorme, etc. Mais voilà. Ce serait dommage, disons, que cette passerelle ne soit pas réalisée, vu tout ce qu'on a déjà parlé justement sur l'usine Gallo et sur le reste. Alors, ma deuxième question, en fait, elle concernait en fait, les limites en fait, du projet. Pas le projet lui-même, mais vous avez parlé tout à l'heure en fait, du passage au canal grand gabarit. Donc,
Par contre, vous n'avez pas donné de renseignements sur comment, en fait, si je vois en fait le plan que vous avez mis à l'écran, tout ce qui est actuellement en fait le schéma de halage va être détruit. Il va être reconstruit. Oui, tout à fait. Oui, c'est un reprofilage effectivement complet qui va être engagé. Hein. Donc, alors, à ce stade, nous n'avons pas, nous a pas été transmis le nouveau profil, le nouveau tirant d'eau et tirant d'air. Donc, ces éléments purement techniques ne sont pas à notre possession pour pouvoir parfaitement les intégrer comme un élément de contrainte, voire un élément de négociation. Enfin, pour le coup, cette négociation est souvent proche de zéro, mais en tout cas, s'il y avait possibilité d'interfacer favorablement pour notre projet par rapport à nos contraintes, notamment, comme je le disais tout à l'heure, d'aménité, de cheminement, piéton, cycle, et de la présence du paysage, enfin tout ce qu'on veut pour un cœur de ville animé et attractif. Cette bataille-là, je l'ai déjà connue sur d'autres sites, entre la contrainte du gabarit face à la contrainte du site. Et ils n'ont pas trop envie d'écouter la contrainte du site. Sauf que parce qu'à un moment donné, s'ils devaient entrer en négociation avec toutes les demandes spécifiques sur le linéaire, entre guillemets, s'en sortiraient plus. Ça, c'est de leur point de vue. Oui, tout à fait. Là, il y a en effet une bataille. En tout cas, cette bataille n'est même pas encore engagée, puisqu'on n'a pas encore... Elle est déjà engagée. Oui, enfin, quand je dis ça, c'est... Quand vous allez en Belgique, en fait, vous avez des zones naturelles qui ont été financées par l'Europe et qui sont actuellement menacées d'être détruites par l'agrandissement fait du canal. Il y a déjà des groupes, en fait, de citoyens. Donc, c'est pas politique, en fait, c'est des citoyens à la flamand qui se regroupent pour lutter, en fait, contre, justement, le fait qu'une zone naturelle, parce qu'ici, si je regarde bien la zone rouge, l'agrandissement va bien manger la zone naturelle. Quoi qu'il arrive, le passage à grand gabarit suppose, il porte bien son nom, un élargissement du profil au profit du transport de marchandises. Moi, si vous voulez, ce débat est passionnant et en même temps je veux le dépassionner. C'est-à-dire que il faut regarder les choses aussi avec la distance qu'il faut lui conférer, à savoir, à un moment donné, est-ce qu'on veut des milliers, des dizaines de milliers de camions sur les routes? Oui, bien sûr. Non, mais si vous voulez, je voilà, pas dans ce débat-là. En fait. Bah oui, mais je vous entends, et en même temps, on est bien obligé quand on aménage de ménager la chèvre et le chou, de ménager la somme des contraintes et de trouver le juste compromis. Ce que je veux simplement souligner, c'est que les photos que l'on montre au départ, qui montrent en fait un espace naturel préservé, qui s'est développé à l'état sauvage sur les rives, il faut se rendre à l'évidence qu'il sera détruit. Donc à la fin, on n'aura plus, sur ce chemin du halage, on n'aura plus qu'une zone qui sera complètement déboisée. C'est ça que je veux simplement souligner. Il y a un intérêt, pardon, monsieur le maire, il y a un intérêt public qui est supérieur à la zone naturelle. Parce que j'ai posé la même question et voilà ce qu'on m'a répondu. C'est un projet tel d'intérêt public que c'est supérieur à la protection d'un espace naturel. Voilà. Donc, mais on va recréer quand même des espaces paysagers. Effectivement, il y a un chemin de halage, ça reste un chemin, mais c'est un intérêt public, voilà, qui malheureusement empiète sur la zone naturelle. Bon, là, il n'y a pas d'arbres remarquables à cet endroit-là. Il y a quand même, c'est plutôt des broussailles, des choses comme ça. Mais je peux comprendre qu'ailleurs, sur d'autres berges, peut-être qu'on détruit des arbres, je ne sais pas. En tout cas, sur notre zone, ça n'a pas d'impact sur des arbres remarquables ou des choses comme ça. Donc, voilà. Juste un dernier petit élément, c'est pas parce qu'il y a un canal à grand gabarit que la nature de la berge est forcément technique. Voilà. Mais disons que l'avantage actuellement, c'est que les arbres, on est bien d'accord. Et imaginez la même qualité de paysage reculé. Bon, c'est possible. Pour résumer votre intervention, 3 points. Le premier, les arbres, on dira jamais suffisamment. C'est un double rôle sur la santé, même un triple rôle sur la santé.
ça produit de l'oxygène, d'une part. Ça apaise. Quand vous êtes dans un environnement boisé, on sait très bien que les gens se sentent mieux. Il y a moins de dépression nerveuse que dans les univers totalement minéraux. Et par ailleurs, c'est également une source d'ombrage. Les étés ont tendance à être de plus en plus chauds, hein, et on est monté jusqu'à 44 degrés en 2019 à Luin, un record absolu, historique. Donc vous voyez, il y a de nombreux arguments en faveur de la sauvegarde de ces arbres. Donc le but, en aucun cas, ce sera de tout abattre. Il y a un intérêt public, des aménagements, on va en discuter tous ensemble, mais en aucun cas, il s'agira d'abattre tous les arbres. Les aménagements ouverts au public seront dans un contexte boisé, les quelques logements seront aussi dans un contexte boisé. Vous savez que même la municipalité a lancé le dispositif Une essence, un arbre, et c'est vrai que vous avez raison, vous êtes promeneur, moi je veux plus à faire du vélo le long de la Lys, et on apprécie ce côté boisé. Donc vraiment, on va le sauvegarder là où il y a quelques aménagements, forcément, il y en aura quelques-uns qui seront prélevés, abattus, on va appeler un chat, mais ça gardera ce côté champêtre. Vous êtes intervenu également sur l'Europe, les fonds européens. Ben oui, vous avez raison, j'allais vous dire finalement, on est en plein dedans sur Luin. On a des réflexes mail, je suis désolé Isabelle, on a des réflexes départements, on a des réflexes régions. En France, on a moins le réflexe Europe. Nos amis belges, tout simplement parce que la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles, ils ont une facilité à aller vers ça. Je vais même vous dire, on est en train de recruter en mairie d'Halluin un chasseur de subventions qui aura notamment ce point-là et une expérience sur le CV. Donc je suis antéchronologique par rapport à votre intervention, Monsieur Dobrès, et vous avez commencé par la passerelle. Et je crois que c'est quelque chose peut-être qu'on peut noter, car visiblement c'est un point qui nous est régulièrement demandé par les Halluinois. Aller au port, c'est pas facile. Finalement, il y a uniquement l'avenue du port fluvial. Et lorsqu'on est à pied, ou même en bicyclette, ça oblige à faire un grand tour. Et je crois que oui, c'est quelque chose peut-être à intégrer. Il y a, me semble-t-il, à moins que quelqu'un ici soit en désaccord, il y a une demande quand même pour une passerelle, qui est assez récurrente. Parce que là, en Belgique, la Rebel Game, là, actuellement, oui. Ils ont une passerelle qui est déjà opérationnelle, mais qui n'est pas finie. Oui. Donc ils ont mis tout un assemblage en bois, mais elle est opérationnelle, c'est-à-dire les piétons et les cyclistes passent. Oui. Elle est déjà proportionnée pour le grand gabarit. Oui. Monsieur Dobrès, enfin si tout le monde l'a entendu, voilà, je pourrais vous parler d'une passerelle avec Volkswagen qui est en train de... Oui, je pourrais vous envoyer des photos, enfin, sur vos emails, vous verrez, mais elle est opérationnelle, j'y étais encore dimanche, et ils l'ont déjà, avec la pression, en fait, parce que bon, les cyclistes en Belgique sont quand même beaucoup plus nombreux qu'en France, donc voilà, et le chemin piétonnier, enfin le chemin de halage entre Menin et Wevelgem et Courtrai est très utilisé par les scolaires, par les gens qui travaillent, beaucoup plus que malheureusement en France, parce qu'on n'a pas les mêmes potentialités sur le chemin. Donc cette passerelle a été construite là en 1 mois. Elle est déjà, enfin, avec le profil du haut gabarit, donc ça peut être construit très vite. Je vois pas pourquoi, enfin voilà, c'est opérationnellement parlant, c'est faisable. C'est un espace naturel relais du côté français, hein, si on l'a fait démarrer immédiatement au bord de la Lys. Alors on en est même à se dire pourquoi ne pas la faire démarrer depuis la Belgique et la faire arriver au port d'Halluin, puisqu'à l'endroit où vous avez les drapeaux, la stèle dédiée à nos marins malheureusement disparus, vous avez la frontière qui passe là. La frontière qui passe là. Donc là, pour reprendre l'idée de Didier Després tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose à faire avec eux et à réfléchir au niveau européen, Eurométropole, c'est clair. Et sur Courtrai, là, donc en novembre, ils ont déployé donc une nouvelle passerelle en un week-end. Donc j'ai été voir en fait les 2 jours en fait. C'était préfabriqué en fait aux Pays-Bas.
vous avez une noria de camions et de péniches en fait, qui sont arrivés avec tous les éléments préfabriqués. En plus, tous les ouvriers spécialisés enfin, que nous avons aux Pays-Bas, qui est un pays qui connaît l'eau hein, et les canaux. Et donc, en un week-end, c'était stupéfiant. La passerelle était déployée. Quoi. Et là, quand j'ai discuté avec les responsables, c'était financé par l'Europe. Ouais. Voilà. Ils sont efficaces, effectivement. Donc, il y a moyen de faire, technologiquement, il y a moyen. Quoi. Voilà, vous prêchez un convaincu. Oui, cette idée de passerelle, c'est vraiment important dans ce projet, puisque c'est la continuité des voiries qui descendent du centre-ville vers le bord de l'Is. Et aujourd'hui, pour aller au port de Plaisance, c'est vrai que c'est pas très agréable en prenant l'avenue du port, mais en y allant directement par cette passerelle. Alors, on a rencontré les élus de Menin, on est allé en mairie de Menin, ils vont changer leur pont. Le grand pont qui est au bout des baraques, hein, comme on appelle à Menin, et puis ils vont réaliser aussi une autre passerelle piétonne vélo un peu plus loin en allant vers Wevelgem. Donc on a discuté de pouvoir bénéficier de l'ingénierie qu'ils avaient déjà déployée pour ces projets-là avec eux, et aussi des financements qu'ils sont allés chercher au niveau européen. Donc on vous rejoint complètement dans ce que vous dites là. On pense aussi à l'Eurométropole, qui est un dispositif au niveau de la métropole européenne de Lille qui peut nous assister pour trouver ces fonds et pour la réaliser. C'est vrai que sans cette passerelle, il y aurait quelque chose qui manquerait dans ce projet-là. Voilà. Merci à vous, merci Alain. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur le maire, bonsoir. Pardon, nous avons une question sur le direct de Marie-Hélène Maire qui demande: les arbres font-ils l'objet d'un recensement sur Aluin? J'ai pas bien compris. Les arbres. Marie-Hélène Maire qui demande: les arbres font-ils l'objet d'un recensement sur Aluin? Alors pour les arbres remarquables, ça effectivement oui. Tout dépend ce qu'on entend par recensement. Hein, tout dépend ce qu'on entend par recensement. Pour les arbres remarquables, oui. Nous sommes très sensibles à cela. Actuellement, on n'a pas encore lancé un décompte de l'ensemble des arbres sur Aluin. On a également une grosse problématique, alors cette dame dira si ça répond à sa demande. Le réchauffement fait que nous allons évoluer dans les essences. Voilà. Le hêtre, qui était très adapté à notre région, commence à souffrir. Le frêne est touché par de nombreuses maladies. Il y a d'autres arbres, tels que le noisetier, qui résistent mieux aux aléas du temps, enfin temps, la durée, et temps, la météo. Donc, nous allons recenser les arbres à fort potentiel, les arbres témoignages. Moi, j'aimerais qu'il y ait davantage de ginkgo biloba, par exemple, sur Aluin, qui est même, je dirais, un témoignage du développement végétal, puisque c'est un arbre qui date de l'époque du Crétacé, hein, pour la petite histoire. Mais recensement de tous les arbres, ça c'est un boulot monstrueux, ça pourra se faire que sur le long terme. On va commencer d'abord par les spécimens les plus valorisants pour notre commune. Merci. Je me permets juste de faire l'état de... Pardon. J'allais dire qu'on a au bout de la salle un de nos collègues du personnel de la mairie d'Aluin qui, grâce à ces SMS, ça me permet d'avoir des informations. Et donc, oui, on a une charte de l'arbre qui permet de protéger les arbres. Et puis, on a un recensement aussi de l'ensemble des arbres sur le domaine public qui a été fait il y a 2 mandats déjà. Donc, on ne part pas de rien. Je voulais juste citer une anecdote tout à fait intéressante. J'ai mené il y a quelques années la réalisation d'un ouvrage pour le compte du WWF, World Wide Fund, le petit logo au panda là, pour réaliser un ouvrage qui s'appelait La ville renaturée. Donc dans ce cadre-là, on fait un gros travail de recensement de toutes les belles expériences qui sont menées un peu partout dans le monde sur la place de la nature en ville. Et alors il y a une expérience formidable à Londres,
qui est engagé par un site internet, donc à bon entendeur. C'est adopteunarbre.com, en gros c'est un peu ça le principe. Et donc chaque propriétaire privé qui a un terrain, qui a des arbres chez lui, prend des photos et recense son arbre sur ce site internet. Et à tel point qu'ils ont pu repérer des centaines de milliers d'arbres à Londres, simplement sur la contribution citoyenne. Voilà. Donc en plus d'un travail qui peut être mené par la collectivité, aujourd'hui on voit bien qu'avec les plateformes internet, on peut se servir de cet outil pour engager des démarches vertueuses et participatives, à tel point que, fort de cette expérience, ils ont aussi recensé les arbres fruitiers. Et sur ces arbres fruitiers, il y a des démarches habitantes, de repas habitants, hein, la journée des voisins, où en fait ils font des confitures et des compotes ensemble. Voilà, bon, on a des idées lancées. Merci. D'autres questions peut-être? Et ensuite on viendra au quatrième rang, sur la droite. Merci. Bonsoir, Jean-Pierre de Ayua. Une question pour le chemin du halage aussi. Ce que je trouve qu'il serait bien aussi de faire pour les piétons qui se baladent et tout, c'est mettre entre deux des bancs, tout ça, des espaces que même les parents pourraient pique-niquer, donner un casse-croûte à leur enfant avec une petite table en bois, enfin le truc classique. Donc pour aller vers la métropole lilloise. Si on va du côté belge, on trouve plus facilement des bancs. Bon, moi je le prends beaucoup en vélo, donc, mais pour les personnes déjà d'un certain âge, et comme dans le chemin dans l'ancienne usine gratterie, le chemin en pavé et tout, dans les bâtiments du rez-de-chaussée, ça serait bien aussi qu'il y a, pour des associations, déjà par exemple l'association du patrimoine, j'ai mangé le nom, qui s'occupe, qui est dans le bâtiment de la mairie, avec tout, qui représente toute l'ancienneté. Oui, voilà. Il pourrait être dans cette avenue-là et représenter l'ancienne. Et d'autres associations aussi. Et peut-être si on veut faire des logements pour des personnes, des rez-de-chaussée par exemple, pour des personnes comme des personnes âgées, tout ça, pour qu'ils ont des contraintes d'escalier ou de fauteuil roulant, hein, parce que il faut prévoir pour un peu tout le monde. On pourrait peut-être ramener aussi des personnes qui ont un handicap, mélanger dans la population, qui pourraient et profiter sur les rez-de-chaussée et à l'étage faire d'autres. Et pourquoi pas aussi faire vers le port, faire un bâtiment qui est mis à disposition, ou loué par un professionnel pour faire un genre de petit karting comme on voit sur les péages, tout, pour qu'ils pourraient pour aller vers le port fluvial ou un truc, vers le port, vers notre port et tout ça. Il y a peut-être pas mal de possibilités à engendrer dedans pour donner d'animation aussi, parce que les parents qui ont des enfants, ils pourraient peut-être faire ce qu'on trouve sur un péage. Ils pourraient peut-être le faire aussi là, et puis en même temps avec des buvettes où il y a d'autres choses à aménager, et ça pourrait faire un truc attractif pour un peu tout le monde. Et mélanger la population âgée avec les jeunes qui ferait quelque chose de bien. Enfin, c'est une idée, hein, simplement. Oui, vraiment, venez le 22 aux ateliers. Déjà, vous pensez comme nous. Quand vous pensez comme nous, je vais presque dire, je pense comme 100% de la population. Dès qu'on s'est penché sur la question, les bancs, ça nous semble tellement évident. Je vous disais tout à l'heure, je fais souvent du vélo le dimanche, et quand je vais du côté belge et que je reviens ensuite du côté français, on a l'impression d'arriver dans un pays brutalement beaucoup plus pauvre. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Vous allez du côté belge, il y a des bancs, il y a un petit café là, avec des parasols en été, avec d'ailleurs un manège, des chevaux, etc. Juste à côté belge. À tel point que les Français, ils vont du côté belge, plus du côté français. Alors, c'est pour ça qu'on souhaite quelques inflexions, parce que quand on parle de bancs, on évoquait aussi un petit kiosque, la musique, des animations, etc., etc. Ce sont des structures très très légères qui, au moins dans la philosophie, sont
sont compatibles avec une zone de nature. En tout cas, moi, c'est ma perception, et c'est vraiment ce que l'on veut faire. Et inclure les personnes âgées, les personnes en handicap, vous avez 1000% raison. On a évoqué la RPH, je ne sais pas si André Louf ou Dr Louf souhaitent s'exprimer à ce propos. Je m'excuse, mais j'avais plus le nom en tête de l'association qui font un très beau travail sur le passé d'AU1 et qu'on peut voir sur Internet, hein, sur leur site, et qui est très, très intéressant. Tout à fait. Et un nombre de documents, d'informations impressionnants. Je vais même vous dire, pour la municipalité, c'est une source effectivement d'informations précieuses. Bon, c'était pas au programme de ce soir. En tout cas, merci et bravo, parce que c'est un travail de fourmi considérable et tellement utile pour nous, mais surtout pour les générations qui vont nous suivre. Donc ça, merci à André Louf et à tous les membres de l'association à la recherche du passé d'AU1. Y a-t-il, je vous en prie, monsieur. Et comme pour chez Gallo, par exemple, à hauteur de chez Gallo, pourquoi pas mettre genre d'arbre pour faire des murs anti-bruit, le long de rajouter, disons, là en dehors de chez Gartry, un peu plus loin, mettre par exemple des plantations d'arbres qui feraient murs anti-bruit un peu pour calmer un peu le bruit et peut-être les remonter de poussière. Bon, ça ne se fera pas en 2-3 ans. Il faut tant que les arbres y poussent, mais prévoir des arbres comme genre peuplier ou suivant ce qui est possible. Hein, je ne suis pas pépiniériste, mais mettre des arbres qui pourraient faire un mur anti-bruit entre deux pour imiter le bruit de usine. Si on fait le chemin du haillage, un nom du chemin du haillage. Parce que il faut quand même faire quelque chose, que si les enfants se baladent le long d'Aïs, au chemin du haillage, qu'ils ne peuvent pas tomber non plus dans l'Aïs. Donc il faut prévoir une haie ou quelque chose pour empêcher déjà d'aller trop près. Parce que c'est vrai, comme maintenant, c'est un descente à Rennes, il y a des endroits qui n'y a rien. Bon, c'est normal, il faut laisser pour les secours une pente ou deux pour descendre à un Zodiac ou autre chose, ça c'est dans les normes classiques. Mais faire, par exemple, le chemin du haillage, qu'il y a quelque chose pour pas qu'il y ait les animaux, par exemple, les chiens ou ceux qui prennent leurs chiens ou autre chose, ou les enfants, parce que les parents n'ont pas toujours l'enfant à 1,2 m, donc qui ferait une haie ou quelque chose qu'ils ne peuvent pas franchir. Et en même temps, les arbres. Oui, sécuriser le chemin du halage avec des éléments de préférence naturelle. Pour Gallo, une haie haute d'arbres, visuellement, oui. Pour le bruit, je ne sais pas si ça serait vraiment efficace. Le bruit a tendance à passer dessus. Ah, ouais. Mais, en tout cas, des peupliers, c'est beau, ça produit de l'oxygène. La réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour atténuer le bruit? Je crains que non. Mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Hein. C'est pas une raison pour ne pas le faire. Malheureusement, c'est une sapidité. Oui, en tout cas, c'est visuellement, vous savez, après le bruit, bon, il paraît que 50% de la perception du bruit est aussi liée à la perception visuelle. Bon, et comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le maire, le paysage, c'est tellement bien pour le bien-être. Donc, 100% d'accord. En revanche, c'est vrai que pour avoir travaillé beaucoup avec des acousticiens, ils nous apportent la démonstration par le calcul, que malheureusement, la végétation, alors vraiment, il faut une végétation très dense, très serrée, pour qu'il y ait un effet d'atténuation significatif des décibels. La passerelle que monsieur parlait tout à l'heure, est-ce que c'est la passerelle pour passer au-dessus d'Alice ou pour aller uniquement au port? Que la personne juste avant qui demandait entre Gallo et... Je crois que c'est plutôt une passerelle qui vient de la voie du haillage belge vers la voie du haillage français qui voulait situer, monsieur. Ce qu'on envisage lorsque vous êtes à l'extrémité de la rue d'Alice, près de la frontière belge, c'est pas évident d'accéder au port d'Aluin. Pourtant, il suffit de traverser la ville de Nice. C'est juste en face. Donc c'est vraiment une passerelle qui irait derrière les temps de pêche, quoi, à la frontière franco-belge, le bord de la Lys, et qui traverserait la Lys pour arriver directement au port d'Aluin. L'idée, c'est ça. Maintenant, ce soir, surtout, si vous avez d'autres idées d'aménagement, des choses qui vous semblent utiles,
qui vous tiennent à cœur. Hein, vous avez tous un réseau, des voisins, des amis, familles. S'il y a quelque chose qui vous semblerait utile, pertinent, n'hésitez pas à en parler. Alors, après, derrière, il y a une faisabilité qui sera étudiée, hein, mais n'hésitez pas, c'est le moment. S'il y a un aménagement qui vous tient à cœur et qui vous semble manquer à Luin, et tout particulièrement sur ce site, c'est le moment d'en parler. Il n'y avait pas une question par ici? Oui, bonjour, c'est M. Vérac-Didier. Comme vous voulez changer sur le système chez Gratry, sur le patrimoine qu'on avait sur Aluin à l'époque, il y avait un patrimoine d'arbres fruitiers dans les pâtures qui était immense. À l'heure actuelle, il n'en existe pratiquement plus. Ils ont tous été abattus ou coupés ou morts de vieillesse. Pourquoi dans cette zone qui est agricole à l'heure actuelle, on ne créerait pas un verger de race ancienne pour remonter le patrimoine des arbres fruitiers et de la génétique qui est dans notre région? Oui. Je vais noter. C'est une bonne idée. Il n'y a plus beaucoup d'arbres fruitiers, il y a quelques pommiers ou quelques peu, pas énormément. Mais c'est vrai qu'on a peu d'arbres fruitiers. Vous en aurez quelques-uns sur le parc Nkongzel, là, qui sera inauguré au mois de mars. Mais oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne suggestion. Enfin, je travaille là-dedans depuis 60 ans, je suis originaire d'Aluin. Donc le fruitier, c'est quelque chose que je connais, que je collectionne depuis de nombreuses années. Donc de où je travaille, on utilise exactement ces trucs-là aussi. On voit que dans certaines régions autour de chez nous, la replantation d'arbres fruitiers est sujet à subvention, mais bon, d'accord, mais ça sera pour les générations suivantes, ça sera plus pour nous. Hein. Nous, on les verra plus. Oui, ça peut encore donner, mais bon, on les verra pas gros comme ils ont été, quoi, en fait, quoi. Ce sera pour nos petits-enfants. Hein, tout à fait. Et la deuxième question que j'ai travaillé sur Menin il y a une trentaine d'années. Les baraques, c'était quelque chose, c'était il y a 30 ans, ouais. Le dimanche, on marchait sur la tête. C'est vrai. Donc, à partir du moment où vous voulez refaire le système, vous auriez intérêt de travailler avec la ville de Menin et un système, parce que là-bas, c'est un système qui est très commerçant et qui attire énormément de personnes. Il serait peut-être temps de mettre la main dans la main. Je sais bien, ça parle flamand de l'autre côté, nous on parle français. Bon, mais il faudrait voir un peu ensemble les possibilités, surtout commerciales, parce que le dimanche à Luin, c'est mort. De l'autre côté, ça vit. Donc il faudra poser la question pourquoi, et pourquoi ça va là-bas et qu'on voit peut-être que ça ne va pas chez nous. Ça, c'est un peu un système qu'il faudrait voir. On élargit un petit peu le sujet et bon, il y a des structures hein, sur Aluin le dimanche, mais c'est vrai que les Belges, même pas simplement le dimanche, le soir, oui. On évoque notamment, alors là on est coincé pour raison de pandémie Covid, je dirais le masque, vous m'entendez peut-être pas, mais on évoque pour l'après-Covid un marché de Noël commun sur la plage Jacques Delors, un carnaval commun. Donc on commence par des animations. Et je vous disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un bourgmestre et d'illustre, qui est quelqu'un de très très bien, très ouvert, qui parle le français. Je ne parle pas le flamand, alors parfois on parle un petit peu en anglais pour mettre la balle au centre. Et oui, non, vous avez raison. La réglementation en France est aussi plus contraignante. N'importe quelle structure ne peut pas ouvrir tous les dimanches. Il faut le savoir. Et puis ensuite, je dirais que la culture, même si on est tous un petit peu flamands, n'est pas la même non plus. Le dimanche, en France, c'est sacré. Et il est vrai que la vie de famille, ça compte aussi pour beaucoup. Mais oui, la redynamisation du commerce, on s'éloigne un petit peu du sujet là, hein, même s'il peut y avoir peut-être quelques points de rencontre, de commerce. On évoquait un restaurant, on évoquait un café, c'est un vrai sujet. J'ai encore une question. Je suis nouveau président du CTH à Luin et j'ai vu par hasard dans le journal que vous auriez vu une zone pour faire des jardins familiaux ou des jardins collectifs.
Ma deuxième question, c'était Gallo, mais bon, on y a déjà parlé. C'était cette histoire de poussière. Donc, je veux bien qu'on va sur un projet de jardin familial ou de jardin partagé, mais c'était cette histoire de poussière qui me faisait un peu peur, quoi. Oui. J'évoquais ça notamment lors d'une réunion avec nos amis de la métropole européenne de Lille. Oui. Pourquoi pas, mais bon... Alors, les uns les autres, on va tous s'exprimer, mais je crois que des jardins familiaux immédiatement à côté de Gallo, quand même une question qui se pose, c'est peut-être pas l'endroit le meilleur. Enfin, c'est mon avis personnel. En même temps, on ne veut pas construire des tours, on ne veut surtout pas faire Hong Kong. Non. Alors, Et si vous voulez un nom pour un arbre qu'il faut faire brise-poussière, le Calocédrus. C'est un arbre, c'est un conifère. Le Calocédrus. C'est un arbre, c'est un conifère, c'est planté beaucoup au Japon. C'est très utilisé en Belgique beaucoup surtout, pour faire du brise-vent et sonore, je ne vais pas le dire, mais c'est un brise-vent phénoménal. Et ça pousse très rapidement. C'est pas du peuplier, c'est pareil. Calocédrus, brise. J'apprends des choses grâce à vous, merci beaucoup. Merci. D'autres questions ou d'autres suggestions d'aménagement peut-être? Oui, rebonsoir. Je voudrais revenir sur la question de l'élargissement du canal. J'aimerais bien participer aux réunions qui s'annoncent à partir du 22 janvier. Je pense qu'il va quand même être assez difficile de travailler si on n'a pas la moindre idée de ce que va donner cet élargissement du canal. Quelle largeur d'élargissement, de quel côté, comment ça se répartit? Sinon, on va peut-être avoir tous le sentiment de travailler en pure perte. Donc je pense que, sans forcément formuler une question maintenant, je pense que la réponse à cette question, elle doit être disponible d'ici le 22. Oui, non, mais il est évident que la question est déjà posée, donc on n'aura pas pour le 22 la réponse de la nature de l'élargissement. En tout cas, aujourd'hui, il y a une réserve identifiée réglementaire, donc à défaut d'avoir des éléments de précision complémentaires le 22 sur la nature même du profil qui sera engagé sur le canal à grand gabarit, on partira de la contrainte qui est la ligne réglementaire édictée au plan aujourd'hui, si vous voulez. Voilà. Mais évidemment, nous, vous voyez, on a fait dans la présentation aujourd'hui déjà le recensement d'un certain nombre de contraintes, sur des contraintes à partir desquelles le terrain de jeu est ouvert, en dialogue avec vous, mais cette contrainte-là précise, on ne l'a pas encore. Évidemment, on va la chercher. on y travaille. Voilà. Donc j'espère vraiment. Mais là, ça fait déjà combien? 3 mois peut-être qu'on est engagé auprès de la collectivité pour. Donc à une semaine près, je n'ai pas un grand. Comment dire? Je ne suis pas tout à fait sûr que le 22, on aura plus d'informations. La largeur du canal peut être différente de celle de Verdic au Nouveau Pont? S'il est assez large à Verdic, on ne doit pas le faire plus large à Lyon. La contrainte le tirant d'eau, en fait, les tirants d'air global du canal à gabarit, si vous voulez, est connu. Après, les zones d'élargissement potentielles ou pas par rapport à cette contrainte de base, normalement, c'est la zone de négociation. Vous voyez? Donc en fait, le profil tiré, enfin non, on ne l'a pas ici, mais le profil tiré de contrainte, c'est la contrainte maximum. On doit pouvoir la réduire à sa contrainte minimum. Donc c'est la marge de négociation. Voilà, en fait, c'est là où on va pouvoir commencer à discuter, mais sur la base d'un profil qui nous sera proposé. J'apporte une précision justement sur l'élargissement de ce que j'ai vu en Belgique. En fait, là où ils sont construits les nouveaux ponts, en fait, ça reste toujours étroit. Donc en fait, le grand gabarit, c'est surtout l'amoncellement des containers sur les nouvelles péniches.
qui nécessite de remonter les ponts. C'est pour ça que celui de Verviers déjà a été fait, à Courtrai ça a été fait, et d'autres seront détruits comme celui de Menin. Par contre, l'élargissement, d'après ce que j'ai compris, contre lequel se battent en fait des collectifs de citoyens en Belgique, concerne des zones qui seraient soi-disant nécessaires pour que les bateaux fassent demi-tour. Voilà, c'est... Ça, c'est encore autre chose. Donc pourquoi cette zone d'Allois serait choisie justement pour faire demi-tour, ça après il faut voir avec les voies navigables. Et ça aurait un impact considérable, y compris sur notre port. Oui, tout à fait. Oui. Donc une péniche qui ferait demi-tour là, je vois M. de Griver qui lève la main, je ne sais pas si c'est à ce propos, François, mais oui. Oui, parce qu'elles font 100 mètres, les nouvelles péniches font 100 mètres de long. Hein, donc, c'est pas le but en tout cas. Hein. Vous voulez intervenir, M. de Griver? Il est bientôt 20h, donc on va encore répondre à 3-4 questions, et puis ensuite on se quittera pour mieux se retrouver encore le 22. Monsieur de Griver, voilà au 3e rang, si vous voulez. C'est pas du tout pour faire demi-tour avec les péniches, c'est parce qu'il y a une courbe sur Menin, c'est-à-dire pour ça que Menin est hyper impacté, et nous on serait impacté au maximum de 17 mètres. Ça c'est, je tiens ça des voies navigables. On avait une réunion il y a 3-4 ans, ils avaient fourni les plans et compagnie, on voyait bien. À lui, on avait de la chance, on n'était pas encore trop touché. Hein, j'entends bien pour la largeur. Et par contre, comme il y a un virage sur Menin, et là c'est clair qu'il bouffe, on voit tout ce qui supprime comme maison et compagnie, quoi. Exact, ouais. Donc nous c'est 17 mètres maximum. Donc pour les bordalistes, et puis donc le chemin de vallage en gros il saute, quoi. Voilà. Par contre, la hauteur pour le tirant d'air, il faut passer de 2 à 3 conteneurs. Oui. Donc le pont il doit remonter. Voilà, oui, c'est tout ça. Merci beaucoup. 17 mètres. Ouais. Encore 3-4 questions, voilà, n'hésitez pas. Surtout s'il y a des choses qui vous sembleraient utiles, manquantes. On a évoqué la passerelle, on a évoqué notamment des infrastructures légères telles que voilà, une dame à l'avant-dernier rang, merci, les bancs, etc. Bonsoir. Effectivement, des espaces verts pour pouvoir laisser les chiens balader. Les chiens, un espace pour les enfants, les jeux, etc. Comme il s'est fait sur Ronc. Voilà. Vous pensez à un espace canin, c'est ça, dédié? Un espace canin. Oui, oui. Un petit parc à chiens. Le premier sera né à l'opposé, à la Rouge-Porte, au mois de mars. Espace canin, pourquoi pas. Une dernière intervention peut-être? Il est bientôt 20h. Madame Bompard, vous aurez le mot de la fin. Quelle responsabilité. Non, je voulais juste rebondir sur la dernière intervention concernant la... C'est vrai que ce parc de Ronc qui est vraiment sympa, mais réfléchir peut-être avec tous ces chemins qu'on peut prendre à vélo ou quoi, d'essayer de faire quelque chose qui pourrait permettre de faire des manifestations sportives un peu plus sympas, genre je sais pas, des compétitions de marche nordique, de vélo, essayer d'avoir un espace grand, pourquoi pas manifestations sportives sur le thème du passé industriel, ou s'il y a des zones, des choses comme ça, mais quelque chose qui permette d'ouvrir et qui mette en lumière au moins pour ces paysages-là et pour attirer du monde quoi, en balade, voir de nouveaux Alluinois. C'est bien noté, je vous remercie et c'est très pertinent. Je vois lorsqu'il y a notamment quelques compétitions, cyclocross, etc., on les fait passer par le port, sur les pelouses. Donc c'est bien, hein, il faut que la vie sportive puisse s'exprimer pleinement. Et ensuite, parfois, pour peu que
il est plu juste avant, il peut y avoir quelques dégâts sur les pelouses. Donc c'est l'occasion d'y penser, d'avoir une boucle adaptée à cela, notamment. Très pertinent, merci à vous. Je vois une question Internet peut-être, donc vous n'aurez pas conclu, Madame Bonpas, mais ça aura été la pré-conclusion. Alors, ce ne sont pas des questions, ce sont des propositions d'aménagement. Donc, j'ai un lieu d'exposition pour les artistes aluinois. J'ai une promenade street art dans Aluin, ce serait une merveilleuse chose. Et la dernière idée, c'est un skatepark customisé avec des pots de fleurs Aluin. Voilà. Lieu d'exposition pour les artistes. Une petite promenade street art dans Aluin. Oui. Et un skatepark customisé, donc décoré avec des pots de fleurs. Un skatepark customisé avec des fleurs. Et ça revient souvent, le skatepark, hein, quand même, ça revient souvent. Le street park, on a un très très bon artiste d'ailleurs sur Aluin, chic, et lieu d'exposition. C'est vrai que sur ce qu'on évoquait là, tout à l'heure avec les petites cellules, sur l'exemple de Lisbonne au Portugal, ça peut être une piste très intéressante. Eh bien, un grand merci à vous tous, un grand merci à vous, monsieur Galland, à Madame Freiermuth, à Alain Cap, merci à monsieur Cochetet, à vous tous. Je suis personnellement très heureux de cet échange, beaucoup de personnes présentes ici, jusque 20h, de bonnes idées, de bonnes pistes de travail. Et véritablement, je vous invite à venir le 22 pour qu'on puisse rentrer, je dirais, dans une réflexion encore un petit peu plus approfondie, par petits groupes, et construire ensemble donc l'avenir des rives de la Lys. Merci à tous et très bonne soirée.